Bonjour François Bégodeau, Bonjour. bienvenue sur Voix Populaire, le média alternatif de Suisse romande. Donc aujourd'hui, on sort un peu de notre format papier habituel pour une interview dans un format un peu particulier. C'est une interview Zoom. J'aimerais commencer par demander qu'on me pardonne pour mes maladresses probables parce que c'est un exercice que je connais pas. C'est la première fois que je fais ça, mais je suis ravi de pouvoir le faire pour la première fois avec toi, François. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir Et pour puis, moi. je vais commencer par accomplir un acte marchand en parlant de notre mensuel papier, en faisant un petit peu de pub. Donc, Voix populaire, voilà, ça ressemble à ça. Là, je tiens entre mes mains le numéro de février. euh, c'est un mensuel, donc, hein. Voici le numéro de février. Je vous montre un numéro passé parce qu'il se trouve que dans celui-là, j'ai pu discuter avec Bernard Friot. Je me disais que ça pouvait intéresser quelques personnes de savoir qu'on a 3 pages avec Bernard Friot dans ce numéro. Puis voilà le numéro de mars, avec un super article de mon camarade Nicolas Rowe sur les universités suisses sous gestion néolibérale. Super article. Et puis il y a une question de la marchandisation de l'éducation, c'est assez intéressant. Voilà pour la pub. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc De toute en façon, plus de... un magazine avec une vache en une peut pas être complètement mauvais. Moi, je pense que déjà, moi, j'ai envie de l'acheter tout de suite. Merci. Merci France. Euh, je voulais dire aussi que cette interview, du coup, elle sera, en fait, je proposerai aussi une version papier de l'interview. Donc, il n'y aura pas toute l'interview parce que ça va être quand même assez dense ici. Mais il y aura une version papier, en tout cas des questions qui porteront sur le livre, je pense, boniment. Je spoil un peu la suite de l'interview. Parce qu'on a quand même un lectorat qui est encore attaché au physique, au papier, à la lecture. Et donc, je trouve ça important d'avoir les 2 et puis de pouvoir proposer aussi une version papier de notre interview. Donc en soi, on s'est mis un peu, tacitement d'accord sur le tutoiement. J'espère que ça choquera pas trop nos auditeurs et nos auditrices. Donc je te reçois donc aujourd'hui principalement pour parler de ton dernier bouquin, Boniment, que voici. Il vient de sortir aux excellentes éditions Amsterdam, qui, comme leur nom l'indique, sont basées à Paris. Tu es donc écrivain avant tout, si j'ose dire, ça te va comme, Oui, oui, si on dit tout à écrivain fait. avant tout? Oui, Super. Et aussi réalisateur, on y reviendra. de façon plus intermittente, mais oui, oui, ça fait partie des petits loisirs que je pratique. Et tu es aussi podcasteur. Ouais, on m'aurait dit ça il y a 4 ans, je l'aurais pas cru. Je connaissais à peine le mot, je pense, il y a 4 ans, puisque j'ai quand même beaucoup de retard sur tout ça. Mais grâce à l'initiative d'un inconnu désormais célèbre qui s'appelle L'homme qui n'a pas de prénom, c'est lui qui est venu me voir une fois et qui m'a demandé enfin, qui m'a suggéré qu'on pourrait faire un podcast autour du cinéma, d'ailleurs essentiellement, ce que c'est devenu, même si on consacre maintenant des gènes occasionnés à la littérature. Et voilà, Mhm. ça dure depuis un certain temps maintenant. Je pense qu'au moins, on a dû commencer en 2019, je crois. Donc, Mhm. nous sommes complètement dans le paysage maintenant culturel mondial. On reparlera peut-être un petit peu de La Jeune Occasionnée, donc le nom de ce podcast. Rapidement, promis, hein, j'ai pas envie de voler la vedette justement à l'homme qui n'a pas de prénom. Puis de toute façon, ma culture cinématographique, elle arrive pas du tout au petit orteil de la vôtre. Donc, voilà. Mais on pourra quand même parler un petit peu de cinéma peut-être. Moi, j'aimerais d'abord poser des questions plus sur l'objet en soi, avant de rentrer plus dans le fond de ce livre, Boniment, donc qui est sorti tout récemment, hein, aux éditions Amsterdam. Dans ce livre, donc, tu cherches à analyser le jargon marchand qui nous traîne avec lui dans une sorte d'ordre langagier doux, dans lequel les corps et les esprits sont affectés par des gentils boniments. Donc des boniments, des semi-mensonges, donc on reviendra sur ce terme qui est très important pour comprendre le sens de ce livre. Des semi-mensonges qui viennent un peu légitimer, naturaliser, euh, intégrer en nous le système capitaliste dans nos quotidiens. Donc cette sorte d'ordre linguistique généré par l'ordre capitaliste pour se légitimer et faire parler un peu ses pions en sa faveur. Quand je dis ses pions, on va y revenir et tu pourras peut-être
pourra peut-être définir aussi ce que ça veut dire. Donc, les bourgeois, les patrons, les héritiers voilà, qui profitent de leur position sociale. Puis aussi, ben, tout un tas de gens qui intègrent ce langage sans s'en rendre compte, parce qu'ils l'ont intégré pour certaines raisons. Pour faire cette analyse, tu passes en revue donc 42 boniments, 42 entrées dans le livre, sauf erreur. Oui, Euh, j'ai pas compté, mais ça doit être ça, ouais. et chaque notion a droit à une sorte de petite nouvelle pour l'illustrer. Et donc, pour commencer, il faut qu'on revienne sur ce terme de boniment qui est pas du tout choisi au hasard, hein. C'est bien boniment qui a été choisi et pas mensonge. Parce que justement, selon toi, la langue marchande, euh, elle nous ment, certes, souvent par omission d'ailleurs, avec des non-dits, avec des manières de cacher la violence, de cacher l'exploitation, de cacher certaines choses. Mais et c'est ça, et c'est en ça qu'elle est vicieuse, c'est qu'elle est capable de dire des trucs un peu vrais aussi. Et c'est ça le boniment, c'est qu'il y a une part de vérité dans le mensonge, en guillemets. Sinon, on serait pas dupe et l'ordre qu'elle soutient en serait peut-être affaibli. Donc déjà, tu me diras si tu valides ce que je viens de dire. Et puis, je voulais te poser une question parce que récemment, j'ai trouvé intéressant, j'ai entendu Ruffin, donc François Ruffin, tout le monde voit qui c'est, je pense. Récemment, dans une émission sur Internet, il a dit un truc du genre, en fait, leur langue, en parlant des bourgeois ou des gens qui soutiennent l'ordre en place, on va dire, il dit leur langue, c'est pas une langue de bois, parce que le bois, ça a le mérite d'être solide, et puis la langue de bois, voilà, faut la déceler, en guillemets. Lui, il appelle ça une langue de coton. Il dit c'est une langue de coton qui est faite pour nous endormir. Toi, t'en penses quoi de ce qu'il propose? Ouais, je l'avais entendu dire ça, et de fait, ça me paraît assez intéressant, quoi. Surtout que dans le coton, il y a quelque chose comme ça de très émollient, adoucissant, et je crois que c'est un des traits, parce que c'est pas le seul trait de cette langue-là. Elle est là pour adoucir les choses, adoucir notamment la violence constitutive de l'ordre social qui est le nôtre, quoi. Ça, on connaît bien la chose. Donc c'est vrai que la figure centrale de cette langue, on sait que c'est l'euphémisme. Hein, c'est-à-dire, il s'agit de dire peu pour suggérer beaucoup, en tout cas pour occulter beaucoup. En tout cas, l'euphémisme, en général, c'est fait pour occulter beaucoup, enfin pour suggérer beaucoup. Et là, il s'agit plutôt d'occulter beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est une langue qui pratique l'illusion. Hein, il s'agit d'éluder les choses. Après, je pense que justement déconstruire cette langue, en tout cas savoir l'entendre, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, quoi, y prêter l'oreille en fait, parce que je crois que parfois il y a une mauvaise piste qui consiste à dire cette langue, elle est tellement bullshit que le réflexe le plus sain serait tout simplement de ne pas l'entendre, de se rendre sourd à cette langue et de produire nos propres mots, ce qui est un très très bon objectif. Mais je crois quand même que quand on prête l'oreille à cette langue, eh bien, on finit par entendre des choses et cette langue presque malgré elle, parfois à son insu, parfois à son corps défendant ou alors plus ou moins consentant, au bout du compte, elle dit tout. Et elle dit la vérité du système. Et donc, en plus j'écrivais le livre et plus parti sur des bases de pure déconstruction, disons des bases de pure ironie finalement, de montrer, de liquéfier ces expressions sur place en fait, de montrer à quel point elles sont creuses. Plus je me rendais compte qu'au contraire, il y avait des choses à y entendre. Alors c'est pas forcément ce que le locuteur voudrait qu'on y entende, mais c'est quand même on y entend des choses quoi. Et finalement, je crois que j'ai fait autant un livre sur les mots que sur les choses, quoi, sur les choses du système, sur la façon dont ça se passe vraiment, et dont cette langue est quand même, de façon un peu biaisée, certes, mais un peu quand même la révélatrice. Donc, il y a du coton, mais il n'y a pas que du coton. Par exemple, il arrive que la langue dise assez bien le fond de la pensée libérale, mais ça dépend comment on l'apprend, comment on sait l'écouter. Je prends l'exemple d'une expression sur laquelle je m'arrête un peu, qui est ce n'est pas une option. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu dans la langue managériale. C'est presque devenu même un gimmick, presque, comment dire, un peu séducteur, quoi, un tic de langage que le monde managérial peut avoir. C'est-à-dire, ce n'est pas une option. Je veux dire, ce n'est pas une option est une expression à prendre typiquement au pied de la lettre pour comprendre le système libéral. Effectivement, dans le système marchand, il n'y a pas d'autre option que l'option marchande.
Donc, quand je décris une scène où un manager dit à une hôtesse de l'air, en l'occurrence, parce qu'il veut lui suggérer une promotion, en tout cas de passer chef de bord ou quelque chose comme ça, et elle refuse parce que c'est pas son intérêt du moment de passer chef de bord, bon, pour des raisons personnelles. Et là, il la regarde et dit, mais en fait, ce n'est pas une option. Enfin, refuser n'est pas une option. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes. Il faut impérieusement que tu acceptes. Donc ça, je prends cet exemple-là parce qu'en fait, il y en a plusieurs dans le livre qui montrent que ouais, finalement, cette langue dit assez bien ce qu'elle dit, quoi. Simplement, elle le dit toujours de sorte de présenter positivement ce qui a quand même un pan négatif qui est très largement occulté, quoi. Par exemple, je vais prendre un autre exemple, et après je me tais, mais à un moment, je décris un philosophe de séminaire qui, à défaut de pouvoir vivre de la vraie philosophie, et maintenant va plutôt vendre ses conseils en développement personnel dans oui, dans des espaces managériaux, quoi. Il y a beaucoup de philosophes comme ça, dont c'est la reconversion. Ils ont bien compris que l'argent était là, donc c'est ça qu'ils font. Je sais pas comment ils se regardent dans la glace le soir, ouais, et qu'ils se souviennent, à la façon dont ils se souviennent de l'étudiant féru de philo véritablement qu'ils ont été et qu'ils ne sont plus. Mais c'est comme ça, c'est des choses personnelles. Et donc, il fait une conférence sur les vertus de l'échec. Eh ben, de fait, le capitalisme n'arrête pas de promouvoir les vertus de l'échec. Et donc, c'est du premier degré. Simplement, là, c'est pas une langue qui ment, c'est une langue qui absente son socle matériel. Et son vrai socle matériel, en fait, c'est de promouvoir l'échec au sens où le capitalisme doit structurellement produire de la casse. Voilà, ça fait partie de son système même c'est ce que Schumpeter, qui est largement cité par les libéraux comme une sorte de modèle, enfin en tout cas de penseur majeur de ce courant, Schumpeter appelait la destruction créatrice. Et donc les vertus de l'échec, c'est redire finalement ce qui a toujours été vrai comme une espèce de désir économique qui est celui des marchands, à savoir de toujours casser le jouet qu'on a fabriqué à partir du moment où il n'est plus très rentable pour recréer des taux de profit, redégager des taux de profit supérieurs en créant d'autres boîtes, quoi. Voilà. Donc en fait, ce philosophe ne ment pas stricto sensu quand il promeut les vertus de l'échec. Il oublie tout simplement de d'élucider le fond économique et commercial de cette affaire, dont je suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit conscient lui-même. Arrivé à un certain point d'auto-falsification et de mensonge, il est tout à fait probable que le philosophe en question, ou le so-called philosophe en question, euh, soit ignorant lui-même du soubassement commercial de ce qu'il est en train d'exposer. Alors, juste pour revenir aussi sur ce format en fragments de nouvelles, comme ça, en nouvelles éparpillées, mais avec un fil rouge quand même. En tout cas, un fil qui se tient et des références aux boniments précédents dans certains boniments, on va dire. Je voulais juste aussi noter le fait qu'en fait, c'est quelque chose que tu avais déjà expérimenté dans ce bouquin, Le Nouveau Monde, tableau de la France néolibérale, aux éditions Amsterdam déjà, sorti en septembre 2021. Donc là-dedans, je crois que tu que trois ou quatre boniments, trois ou quatre entrées, on va dire. En fait, j'ai fait un gros texte parce que ça, c'était le cœur de la commande des coordinateurs du livre. Une commande qui a été faite à pas mal d'intellectuels de gauche, on va dire. Alors, je crois français essentiellement, il me semble, dans mon souvenir. Et par ailleurs, en bonus, il nous suggérait d'écrire des petites mythologies néolibérales, je vois, sur le modèle un peu de Barthes, puisque c'est un peu une figure comme ça tutélaire, un peu d'ailleurs impressionnante. Et j'en ai écrit, je crois, 5 qu'on retrouve en fait dans Boniment. Et ça a été effectivement la matrice de Boniment, puisque les coordinateurs liés à Amsterdam, aux éditions Amsterdam de ce nouveau monde, m'ont demandé tout simplement d'en faire une trentaine, une quarantaine, et en sorte de former un livre, ce que j'ai fait. Voilà, après réflexion, je me suis dit qu'il y avait effectivement pas mal d'angles possibles. Donc effectivement, là, il y a 90, enfin 90 auteurs et autrices qui participent à ce bouquin, dont toi. Et du coup, je me demandais, du coup, vu que tu as accepté déjà, vu que tu as sorti Boniment, est-ce que du coup c'est un exercice que tu aimes bien, ce format comme ça en petites nouvelles? C'est quelque chose que tu apprécies? Ça change de ce que tu... Parce que j'ai pas présenté tout ce que tu as produit, etc. Je voulais y revenir aussi un petit peu après. Mais tu es quand même un écrivain, en tout cas, ce qui est de l'écriture. Après, il y a d'autres choses, mais pour ce qui est de l'écriture, tu es quand même assez prolifique. Puis surtout, tu es assez diversifié, quoi. Tu as du roman, tu as de l'essai politique, tu as ce boniment, là, où on a quelque chose de fragmenté en nouvelles. Voilà. Est-ce que ça te plaît de faire ça ou...
Ouais, oui, bah, ça me plaît d'écrire déjà d'une part. D'autre part, j'aime bien prêter une attention aux commandes qu'on me fait parce que dans les commandes, il y a toujours la promesse d'explorer une forme qu'on n'a pas explorée. Et donc là, bah voilà, effectivement, nouvelle forme. C'est vrai que j'ai tendance à me lancer dans un livre quand j'ai l'impression que formellement, il y a quelque chose d'un peu nouveau à faire. Nouveau pour moi, en tout cas, pas nouveau dans l'histoire de la littérature. Une zone stylistique et formelle à explorer qui sera un peu nouvelle, de sorte qu'on ne se répète pas, parce que j'ai une sorte de phobie de la répétition qui est sans doute très largement névrotique, mais on va pas s'arrêter là-dessus aujourd'hui. Et donc, oui. Alors, l'écriture fragmentaire, elle a aussi ceci pour elle, même si je retombe très très vite dans l'écueil de vouloir absolument en faire une continuité et un tout, parce que je tiens pas mal à la composition globale d'un livre. Et donc, à chaque fois, je rechute, comme un toxicomane rechuterait dans l'héroïne, je rechute quand même dans la structure globale. Mais j'ai un certain plaisir à le faire, j'ai un plaisir de la composition, et je pense que c'est le cas de Boniment qui, effectivement, gagne à se lire dans l'ordre. Je pourrais expliciter pourquoi. Là, c'est vrai qu'il y a quand même un truc un peu soulageant, c'est le fragment. Je dois dire que, notamment dans les essais, ce qui est très compliqué à tenir quand on écrit, je vais rentrer dans des cuisines un peu petites bourgeoises de l'écriture, mais comment dire, l'écriture est une activité tout à fait privilégiée, surtout pour ceux qui ont la chance, comme moi, de pouvoir globalement en vivre. Elle ne va pas sans difficulté quand même. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Elle ne va pas sans. Même le trading doit présenter un certain nombre de difficultés aux traders, je pense. Ça doit être compliqué de rester dans une salle de marché pendant 12 heures comme ça devant un ordi. Je pense que voilà, il faut avoir une pensée pour ces gens, quelle que soit leur toxicité globale et planétaire. Bon, il y a une difficulté de l'écriture qui est de tenir un livre dans son ensemble et un livre qui peut être de 200, 300, 400 pages. Et je dois dire que j'en avais écrit un autre entre-temps, mais non, je sortais de deux livres qui avaient été particulièrement difficiles à écrire du point de vue de leur composition générale, parce que c'était deux livres assez longs, qui étaient très peu chapitrés. Et donc, je n'avais même pas la béquille du chapitre pour, comme ça, créer des micro-structures qui soient des structures intermédiaires par rapport à la grande structure. Et c'était Notre joie et ma cruauté, qui est un roman aussi qui est sorti l'an dernier. Deux livres que j'ai écrits un peu en parallèle et qui ont une forme à peu près semblable, bien qu'étant pas du tout du même registre. Et je sortais de ces deux trucs qui m'avaient beaucoup coûté en termes de, disons, d'effort de composition et d'arriver à tenir toujours une sorte de cohérence sur 300 pages. Les deux font 300 pages, il me semble. Et alors là, je me suis lancé avec un vrai bonheur, comme on se remettrait d'un exercice très difficile par un petit footing comme ça de courtoisie, ou en tout cas de villégiature. Je me suis lancé dans ces fragments parce qu'effectivement, quand on se lance dans un fragment, on sait que le bout est dans 5000 signes, quoi, ou 6000, ou 7000, ou 8000, parce que les fragments ont à peu près ce format-là dans Boniment. Et c'est très, très soulageant du point de vue de ce qui m'angoisse pas mal quand j'écris, à savoir arriver à toujours tenir la structure sur la longueur, ce qui est vraiment ce qui demande pas mal d'efforts, pas mal de repassage, pas mal de choses, d'ajustements, d'efforts de fluidification, de cohérence. Bon. Là, le fragment vous dédouane d'une certaine manière de la cohérence globale. Et donc, ça a été un livre très, très heureux à écrire, je dirais, comme rarement. Il y a quelques livres comme ça qui sont plus faciles à écrire que d'autres. Celui-là en est un. Donc, je dois dire que la structure fragmentaire que j'avais déjà expérimentée dans un livre qui s'appelle Dana Zèbre, et puis sans doute dans deux ou trois autres trucs, elle a ceci de très facilitant et reposant. Donc, il n'est pas exclu que j'en refasse d'autres. Justement, toujours en parlant de ce format, moi je trouve que j'ai plus de facilité du coup à le recommander aussi à des gens qui lisent pas beaucoup, ou qui ont du mal à se mettre à la lecture. Et ça, c'est un avantage, je trouve, parce que mine de rien, moi, enfin, je connais pas mal de gens qui lisent pas beaucoup. Et puis là, je peux leur dire, ah, tiens, moi, il y a un auteur que j'aime bien, et il a fait un format qui pourrait aller, parce que c'est des petites nouvelles, ça va dans quand même ce que tu penses politiquement, tu devrais regarder. Et du coup, à partir de ça, j'avais plusieurs questions. Déjà, est-ce que toi, tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Est-ce que tu penses à ça aussi en utilisant ce format? Et puis, moi, il y a un truc qui m'avait marqué que tu avais dit il y a quelque temps dans une interview aussi. C'était cette histoire de changement de métabolisme quand tu rentres dans la lecture. De sortir du flux aussi qui nous est imposé, du flux libéral ou néolibéral, ce flux aussi d'écran et autres délices du capitalisme actuel.
Et est-ce que pour toi, en fait, ce genre de format, euh, quand des éditions critiques comme Amsterdam te proposent un format comme ça, est-ce que c'est pas aussi une manière de s'adapter un petit peu à ce flux, de dire, c'est une manière de permettre aux gens aussi de lire par petits bouts, de lire un bout dans le métro en allant au boulot, enfin, tu vois ce que je veux dire, ce qu'un autre livre ne t'empêche pas de faire. Euh, et est-ce que cette résistance que le livre pouvait, euh, pouvait permettre quand tu rentres dans un gros bouquin et que tu t'y plonges, est-ce que là, cette résistance, elle est pas un petit peu réduite avec ce format? Je sais pas exactement si c'est un calcul des éditeurs, c'est pas exclu et ça serait pas un calcul indigne. Un éditeur cherche à vendre des livres, l'important c'est qu'il trouve que ces livres sont bons. Et peut-être que s'il y a quelques petites recettes comme ça, des procédés pour recréer une connexion entre le livre et des corps qui n'en veulent pas, eh bien, oui, peut-être que par exemple procéder par livres fragmentaires, par livres comme ça qui peuvent se lire par petits bouts, qui sont pré-indiqués d'une certaine manière, pré-découpés pour une consommation par petits bouts, parce qu'en fait, on sait bien que le hiatus fondamental qu'il y a entre un livre et les corps qui ont métabolisé le flux, c'est la durée. C'est la durée, c'est un livre, c'est un gros morceau, quoi. C'est un gros morceau de temps. C'est 10 heures, c'est 12 heures, c'est 20 heures. Alors si on fait comme ça, si on vend le livre un peu, non pas à la découpe, mais de façon un peu fragmentaire, avec des petits blocs de temps, un tout petit peu plus accueillants au corps libéral ou ayant métabolisé le flux libéral, alors le livre est sans doute plus attractif. Je m'en suis un peu rendu compte d'ailleurs au moment de notre joie, dont le principe était un livre non chapitré. Enfin, il y avait deux grosses parties, mais lesquelles faisaient 150 pages, et au sein desquelles il n'y avait non seulement pas de chapitre, mais même pas de saut de ligne, qui peut parfois quand même être un petit soulagement pour le lecteur. Je crois qu'en fait, il y a une métaphore qui est très bonne, c'est celle de la corde à nœud. Je sais pas si en Suisse on a pratiqué la corde à nœud, j'imagine que oui, c'est universel. Bon, moi j'étais nul, de toute façon, pour ce qui s'agissait de monter à la corde, qu'elle soit lisse ou à nœud, j'étais nul. Mais les nœuds, quand même, avaient ce truc de nous donner un petit repère entre le bas et le haut auquel on était censé atteindre un jour, et que je n'ai jamais atteint de ma vie. Donc la corde à nœuds, ce serait ça serait les chapitres. Les nœuds, c'est les chapitres. Il me reste 4 pages avant la page un peu blanche que j'entrevois là, parce que j'ai un peu feuilleté. Donc on sait bien que le chapitre est un confort de lecture et qu'il permet comme ça des espèces de paliers en quelque sorte. On y va par paliers. Et c'est vrai qu'en produisant la forme à laquelle je tenais, pour des raisons que je pourrais expliquer dans notre joie, je tenais à cette continuité-là et je continue à y tenir. Et je pense même que c'était une des opérations les plus importantes, intéressantes du livre. Mais je sais elle a parfois rebuté. Enfin, elle ne rendait pas le livre très accueillant par rapport à d'autres livres que j'avais pu faire plus fragmentaires ou avec des pages un peu plus dégagées. Donc oui, je pense que tous les éditeurs de toute façon sont dans des calculs de cet ordre-là, quoi. Il s'agit de faire en sorte que les livres soient le moins rebutants possible, et l'hyper-chapitrage ou la fragmentation est un procédé. Évidemment, tout de suite, je me remettrai dans la position du littéraire hardcore que je suis. Euh, il s'agirait pas non plus de complètement tout renier au nom des impératifs marchands. Je crois que c'est pas du tout le cas d'Amsterdam, qui par ailleurs publie des livres absolument, je dirais pas austères, mais en tout cas qui ne renie rien de leurs difficultés internes, hein, qui n'essaie pas de se polisser ou comme ça, de se reformater ou de se rebooter en fonction des codes de l'époque. Donc là-dessus, je pense qu'ils ont la conscience tranquille. En tout cas, je les absous. Ils s'en foutent un peu, mais je les absous quand même. Donc voilà, il faut quand même garder le cap qui est, si à un moment un livre a besoin de ne pas être chapitré, eh bien ne le chapitrons pas, quoi. C'est-à-dire s'il y a des impératifs formels supérieurs, il y a des impératifs formels catégoriques qui doivent rester prioritaires par rapport aux impératifs marchands. Je pense c'est bien de trouver les équilibres. Je veux dire, voilà, moi je suis pas un puriste. C'est bien aussi de garder son fort intérieur et de garder quand même comme critère prioritaire l'intensité de ce qu'on a à écrire et ce qui nous paraît la forme adéquate par rapport à ce qu'on a à faire à un moment donné, quoi. Je dis des banalités, mais enfin quand même, il faut rappeler cette évidence-là, parce que de fait, dans tout le champ éditorial, on constate des procédés de cet ordre-là, ce qui fait que les livres sont de plus en plus courts, de plus en plus écrits gros, de plus en plus chapitrés, de plus en plus fragmentés, qu'on voit beaucoup sortir des livres qui seraient dictionnaires de ceci ou dictionnaires de cela, le dictionnaire permettant comme ça une forme fragmentaire un peu plus accueillante. Bon,
Très bien, allons-y. Il ne s'agit pas d'un reniement absolu ou d'un parjure collectif, mais enfin quand même, soyons vigilants. Mais même pour, tu vois, même moi qui aime lire, ben, je me fais capter à fond par les écrans. C'est aussi chouette d'avoir des fois un livre qui est facile à lire, justement. J'ai limite tendance à lire plus de pages que sur certains livres parce que tu vois, comme tu dis, tu vois les bouts de cordes assez vite arriver, puis du coup tu les enchaînes et puis ça va tout seul et puis voilà. Je te rassure, moi, je suis plutôt, j'ai été formé comme un gros lecteur, je dirais. J'ai même fait des études de lettres et tout ça. Donc bon, Mhm. c'est-à-dire que mon corps a assez, comment dire, c'est assez vite plié à la discipline des lectures longues et parfois Mhm. austères. Mais je suis comme toi. Quand je vais au devant d'un livre qui ressemblerait à Boniment, c'est-à-dire fragmentaire, j'y vais avec d'un pas plus guilleret que quand je vais lire ce qui est pourtant un de mes auteurs préférés, à savoir Proust, vois, qui serait vraiment de la longue prose comme ça, très très dense, très très ouvragée, assez peu chapitré. Voilà, donc on n'y va pas dans le même confort, je dirais, physique. On en est tous là. Je pense que chacun à son échelle doit composer avec ses propres faiblesses, doit composer avec l'aimantation je dirais, du flux numérique, et effectivement un aimant extrêmement performant le matin quand on se lève. On boit un café, on est sur ordi, et très vite on rentre dans cette petite facilité qui consiste à se balader un peu sur sa boîte mail, aller voir tiens si on n'a pas un ou deux messages Messenger. Je parle plutôt de ma pratique à moi qui est celle d'un quinquagénaire, donc c'est pas extrêmement high tech. Mais puis moi, je vais aller sur mon site, et puis voilà, puis je vais voir, je vais répondre à un ou deux commentaires. Enfin, tout ça est assez agréable, quoi. Et on ajourne le moment de se mettre dans le dur. Le dur, pour moi, ça consiste soit à lire un bouquin, soit à me remettre au livre que je suis en train d'écrire. Donc, je sais tout ça. C'est pour ça que personne ne peut vraiment faire le malin avec ces choses-là parce qu'on est vraiment tous embarqués, quoi. Et par ailleurs, j'ai vu des gens qui étaient des lecteurs il y a 15 ans cesser de l'être. Des gens qui étaient de ma génération et qui avaient été formés à peu près comme moi, je dirais, comme un sportif et habitué, je sais pas, un alpiniste habitué à la haute montagne. Bon, moi, j'étais habitué à la haute lecture. Voilà, par des histoires de ça, d'études qui sont très largement elles-mêmes liées à des courroies d'héritage du patrimoine culturel ou du capital culturel. Hein. Je veux dire, tout ça est cousu de fil blanc. Eh bien, j'ai vu des gens formés comme moi lire de moins en moins, hein, je veux dire tout simplement. Donc, vraiment, c'est pas un problème pour les jeunes, c'est pas un problème pour les digital natives, pas seulement, c'est un problème pour tout le monde. C'est aussi un problème pour des gens parfois qui ont 65, 70 ans et qui sont tombés dedans sur le tard et qui se sont mis à beaucoup moins lire, tout ça. Après, il faudrait dire quelle est la valeur ajoutée de la lecture. C'est ça qu'il faudrait toujours, ce dont il faudrait essayer de convaincre ceux qui y seraient réfractaires. Moi, il y a beaucoup de discours de promotion de la littérature ou de la lecture, disons en général. C'est pas la même chose, hein. Bon. Mais pour l'instant, je fais l'amalgame. Qui me gonfle, en fait. Qui me gonfle. Je trouve qu'il y a des ambassadeurs de la lecture qui sont les pires ambassadeurs qui soient. Ils sont tout à fait pénibles. On n'a vraiment pas envie de lire quand on les écoute, quoi. Et puis en plus, ils sont mensongers. Non, il n'est pas vrai que les livres libèrent. Non, il n'est pas vrai que les livres, par un effet magique comme ça, font de vous des citoyens émancipés. C'est pas vrai. Il y a des livres, au contraire, extrêmement aliénants qui vous enfoncent dans votre connerie. Donc c'est pas vrai. Il n'y a pas un pouvoir magique des livres envisagés comme entité comme ça indistincte. Voilà. Oui, je Justement, t'en prie. j'ai une question qui pile sur ce que tu viens de dire, parce que je t'ai entendu dire récemment, sauf erreur, quand tu sors un livre, tu fais un peu la tournée des librairies, et tu donnes des petites conférences, on te pose des questions, etc. Et là, récemment, donc je sais plus dans quelle librairie, je crois t'avoir entendu dire que pour toi, il fallait pas trop se faire d'illusions sur la portée d'un livre, en fait, sur la portée mobilisatrice aussi d'un livre, que tu croyais peu ou pas à l'impact de tes livres sur le réel, on va dire. Enfin, tu vas me dire si je formule bien ce que tu voulais dire à ce moment-là ou ce que tu penses de ce sujet. Voilà, je voulais déjà savoir si ce que je dis, c'est effectivement ce que tu penses ou pas. Oui, je crois me souvenir que je l'ai redit récemment publiquement, je sais plus où, mais c'est quelque chose que j'ai déjà dit et que j'ai déjà écrit, et où je pense que c'est toujours bien de remettre à sa place. D'ailleurs, si tu veux, j'essaie de promouvoir un angle qui me paraît minorisé par rapport à un angle qui est toujours mis en avant, qui est la grande question extrêmement spéculative par ailleurs, et qui en tant que telle déjà m'intéresse assez peu, à savoir
quel peut être l'effet d'un livre, ou quels peuvent être les effets des livres. C'est très spéculatif, on n'en sait pas grand-chose, c'est relativement inquantifiable. C'est pour ça que je démissionne en général, et dire écoutez, on va plutôt postuler qu'il n'y en a pas d'effet. Mais c'est pas pour autant que ça invalide pour moi la littérature, parce que ce que je mettrais en avant, indépendamment de ça, qui n'est pas quantifiable, c'est l'effet que fait un livre sur le corps qui l'envisage et qui l'appréhende dans le temps même où il l'appréhende. Et l'effet, c'est pas forcément oh là là, j'ai pris conscience, j'ai lu Bernard Friot et ça y est, maintenant je suis pour le déjà-là communiste et pour la radicalisation du déjà-là communiste. C'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, il se passe quelque chose quand on s'astreint à une lecture longue qui est de s'immerger dans un bain de précision et de nuance. Donc, ça peut être au service de la droite, ça peut être au service de la gauche, ça peut être au service du capitalisme ou de ce contraire, ça peut être nietzschéen, ça peut être anti-nietzschéen. Je ne sais pas quel est le contenu, mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, si le livre est bon, si le livre honore l'écrit, s'il est digne du support qu'il s'est donné à lui-même, à savoir celui de l'écrit, de la phrase écrite, c'est-à-dire de la phrase gravée dans le marbre et mûrement réfléchie. Et si pas mûrement réfléchi dans un premier jet, en tout cas repassé, re-repassé, refignolé. Et donc là, on a affaire quand même à des nominations normalement assez méticuleuses, comme c'est rarement le cas à l'oral. À l'oral, c'est compliqué d'être absolument adéquate dans sa nomination. À l'heure où je te parle, je suis en train de te parler, je fais des efforts pour être le plus juste possible dans ma nomination. Pour moi, je fais une erreur par phrase, je fais une approximation par phrase. Et en disant une approximation par phrase, je suis en train de faire une approximation, puisque c'est peut-être un peu moins ou c'est peut-être un peu plus. Et ça, c'est l'oral. L'oral a son charme, l'oral a sa séduction. Il y a quelque chose de très incarné dans l'oral qui peut vraiment aimanter des auditeurs. Ça, c'est très bien. Et puis d'ailleurs, c'est un exercice qui a sa noblesse, l'oralité, et la prestation orale, la conférence. C'est pour ça que j'en donne un certain nombre, parce que, un, j'aime bien ça, et deux, je trouve pas ça indigne. Mais vraiment, j'y insiste toujours lourdement, à l'écrit, il se passe autre chose. Voilà. Il se passe autre chose. Laquelle opération et lequel effet sur le corps n'aura peut-être aucune incidence dans la vie du corps concerné. Et a fortiori, aucune incidence collective sur l'état des choses, la donne générale. Ça, c'est possible. Mais dans le temps même que vous vous immergez dans de l'écrit, il se passe quelque chose. Il arrive quelque chose à votre cerveau. Moi, c'est à ce titre-là que je le promouverais. Et ça, c'est pas spéculatif. Ça, c'est du sûr. C'est effectivement ce qui arrive quand on s'immerge dans le labyrinthe textuel qui s'appelle un livre, quoi. Voilà, bon, c'est ça que moi je vais avoir tendance à défendre. Parce que pour le reste, encore une fois, je connais des livres. Un, l'efficacité des livres ne sera jamais avérée. Deuxièmement, je connais des livres toxiques. Je connais des livres nuisibles. Donc c'est un truc qu'on dit jamais, ça, quand on dit ah ça serait bien que les livres servent à quelque chose, mais on n'envisage jamais qu'ils puissent servir le pire, qu'ils puissent servir, je veux dire, à définitivement déglinguer l'état des consciences. Je veux dire, c'est un peu arrivé dans l'histoire. Il y a eu des livres hautement toxiques. On va pas citer des exemples de Point Godwin, mais bon, on a tous en tête un certain nombre de livres dont on aurait préféré qu'ils ne circulassent pas. Parce que moi, j'avais du mal justement avec le fait que tu affirmes ça, en tout cas concernant tes livres, mais pour des raisons, je pense, très subjectives, très propres à ma personne. C'est que euh, moi, je viens d'un milieu où on m'a pas forcément appris à beaucoup lire, pas très politisé ou pas dans le bon sens, j'ai trouvé, euh, avec un cadre familial très compliqué, etc. Avec des périodes de ma vie où j'étais presque, je sais pas, en bon marxiste, je dirais presque dans le lumpenprolétariat, tu vois. Et avec du coup une possibilité intellectuelle ou une possibilité de me diriger vers certains courants intellectuels qui étaient réduites, quoi, pour des raisons matérielles. Et puis, c'est surtout grâce à Internet. Du coup, pour ma part, je fais un peu partie de ces gens qui se sont politisés par Internet. D'abord Usul, jeuxvideo.com, j'aimais bien les jeux vidéo, voilà, Usul, il a bien fait le taf, il a bien dégrossi certaines choses. Après, tu continues sur YouTube, puis là, c'est des gens comme toi qui apparaissent parce que si t'es là, c'est parce que tu as sorti des livres, que tu as eu un certain succès, et puis surtout que tu portes avec toi une idéologie, en tout cas une école de pensée aussi. Et du coup, pour moi, je, je, savais- je trouve qu'en tout cas,
sur ma vie et sur la vie de plein de gens, je pense, il y a eu un impact réel de, 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 de tes propos, qui soient écrits, en tout cas par la suite écrits, une fois que j'avais découvert tes propos peut-être à l'oral, justement. Et je pense que ça a des effets concrets. Tu vois Si ce je que je peux, veux dire? si je peux me permettre, soyons précis. Tu sais que c'est mon expression mantra, c'est mon syndrome de la Tourette à moi. Soyons précis. Bah, c'est mieux que ta mère. Je veux dire, comme syndrome de la Tourette, c'est moins handicapant socialement. Mais enfin, quand même. Non, mais tu vois, on parlait de livres. Mais là, tu me parles pas de livres. Tu me parles de prestations orales relayées largement par YouTube ou autre, qu'on peut faire en appendice de la sortie d'un livre, lesquels effectivement circulent beaucoup, des vidéos, des machins, des interviews comme celle qu'on est en train de faire, bien sûr. Et celles-là, elles ont de l'influence. Mais là, on n'est plus du tout en train de parler de l'influence d'un livre. Vraiment, moi, il faut être précis, c'est tout. Si tu veux, moi, je sors Boniment, c'est un livre, il se vend plutôt pas mal. Euh, Ce qui a fait beaucoup parler dans la périphérie de ce livre ou à l'occasion de la sortie de ce livre, c'est pas tel ou tel point de la page 12, c'est pas telle ou telle nuance que j'apporte au mot néolibéral à la page 122, c'est au cours d'une interview en extension de la sortie de ce livre, interview dans laquelle d'ailleurs il était assez peu question du livre de Boniment, trop peu à mon sens d'ailleurs, mais quand même, voilà, c'est comme ça. Il se trouve que j'ai tenu des propos sur Ouria Boutelja, lesquels propos ont été découpés, comme YouTube sait bien le faire, en 24 secondes, lesquels 25 secondes ont circulé, lesquels 24 secondes m'ont valu un procès, par exemple, en antisémitisme ou ce genre de joyeuseté dont Twitter est coutumier. Je m'en fous hein, de la chose en soi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la situation est la suivante. Là, je prends un exemple un peu extrême, mais à chaque fois, ça se joue autrement. Le livre dans l'histoire, cette espèce de petit prétexte de départ à une petite tournée des popotes en librairie ou en interview, est très largement absenté des débats eux-mêmes. Il y a une extension orale et débattante des livres qui, elle, effectivement, peut intervenir dans la donne générale des consciences, des idées, dans la circulation, dans les prises de position politiques des uns et des autres. Ça, c'est pas du tout ça que je nie. Je parlais vraiment du livre et de son contenu, quoi, dont tu verras qu'il est quand même en général assez peu cité, assez peu, tu vois, discuté en tant que tel. Voilà, les livres sont Justement, des nous, on objets va y venir. pratiquement absents en tant que tels de la circulation des idées, de la circulation des discours. Il faut s'y faire. Moi, ça n'a pas valeur de complainte quand je dis ça ou de déploration. Si je sais comme ça, ça fait très longtemps que je le sais. Il se trouve que c'est vrai que je viens d'avant Internet, moi, en tout cas d'avant YouTube, pas d'avant Internet. J'ai publié en 2003 la première fois. Donc Internet existait déjà, bien sûr, mais YouTube est arrivé après. Et j'ai vu la bascule. Et ce qui était déjà un peu vrai, à savoir quand même une minoration des livres dans le champ des débats, est devenu totalement vrai. Il y a eu une hyper marginalisation des livres, quand bien même, encore une fois, ça serait à l'occasion d'un livre que se déploie toute une floraison d'interviews et de prestations YouTube, comme ça a pu être mon cas effectivement à l'occasion de certains livres. Bon, voilà, il faut être précis sur la situation dans laquelle on est, quoi. Donc, et encore une fois, ça n'a pas valeur de chagrin pour moi, c'est comme ça. Et je pense que plus ça ira et plus les livres seront des petites choses oubliées dans un coin. Mais ça tombe bien parce que maintenant, on va aborder un petit peu plus le fond du livre, un petit peu, sans trop en dire non plus. Euh, il faut de toute façon commencer par le début, je pense, avec ce bouquin, parce que le début, il est central. C'est un peu le boniment matriciel, le boniment roi, c'est le boniment libéralisme. Et de là, de ce mot-là, tu peux trouver l'origine presque de tous les autres boniments. Tu me diras ce que tu en penses. Et puis, c'est un livre où moi j'ai trouvé plein de punchlines. Je trouve que non seulement, tu vois, tu as ce sens littéraire, tu as ce sens de la précision, et tu as ce sens du rythme, et puis tu as le sens de la punchline, quoi. Il y a des trucs qui ressortent comme ça et qui disent plein de choses en une phrase. Puis là, page 13, dans le boniment libéralisme, t'as Adam Smith n'a pas préconisé l'abolition de l'esclavage, attaché qu'il était à la liberté de vendre du coton. Et là, pour moi, il y a tout qui est dit, enfin, il y a plein de choses qui sont dites, parce que déjà, bon, tu prends un des pères de l'économie orthodoxe moderne, quoi.
Et puis tu montres bien en quoi cette notion de liberté, elle est biaisée ici. Alors, deux, trois choses. Premièrement, bon, je vais avoir l'air un peu tatillon et voire même un peu suranné, tu vois, de faire le vieux gars, quoi. Punchline, ça me déplaît un tout petit peu. Punchline est précisément une expression qui vient essentiellement de la web sphère. On s'envoie des punchlines, il y a des clashs, il y a des trucs comme ça. Attention, dans Punchline, il y a un côté ligne qui a du punch, quoi. C'est-à-dire ligne coup de poing. Pourquoi pas? Je veux dire, je trouve pas ça indigne de délivrer des punchlines à l'oral. Je trouve que c'est un art majeur. Et j'aime bien les punchlines à l'oral. J'aime bien le comique en général qui use de punchlines très bien. À l'écrit, si tu veux, dans une longue tradition de l'écrit, ça s'appelait plutôt une formule à une certaine époque ou une pique. Il y a toute une tradition comme ça, notamment française. Les Français ont toujours brillé dans ce domaine, qui consiste en une phrase, pratiquement résoudre un problème, quoi. Résoudre un problème et peut-être atomiser l'adversaire. Effectivement, comment dire, définitivement dissoudre l'argumentaire de l'adversaire et sa position. On voit ça chez les moralistes du XVIIe que j'ai beaucoup lu à une époque, dont certains pouvaient ramasser leurs pensées dans des maximes, les fameuses maximes de La Rochefoucauld, ou dans des formules comme ça qui seraient fragmentaires chez Pascal ou autres, enfin des gens que j'ai beaucoup lus. Petit point historique, mais pour dire que ça vient de loin ce truc. Et en fait, où ça devient intéressant, si tu veux, c'est que cet art de la concision, qui est celui de la formule, en fait, il permet surtout, et c'est le cas de la phrase que tu viens de citer, il permet de mettre ensemble deux choses pour, par leur rapprochement même, annuler la position qui prétendrait les rapprocher ou les rendre compatibles. Si tu veux, donc là, c'est là que l'effort de concision que je peux faire, à savoir effectivement de ramasser en une phrase un certain nombre de choses, ça marche assez bien avec l'adversaire capitaliste, qui lui, précisément, n'a de cesse que de séparer les choses, de disjoindre. Par exemple, Adam Smith arrive, il va faire l'apologie du libre marché, comme on sait, pas autant l'apologie de la main invisible qu'on le dit d'ailleurs, mais laissons Adam Smith là où il est. Et alors, très étonnamment, quand même, dans son œuvre Profuse, que je n'ai pas lu en entier, très loin de là, mais dont je sais un certain nombre de choses, il est très peu question de l'esclavage. Donc, en gros, ça, c'est typiquement l'opération, je dirais, de falsification de base des penseurs libéraux, et notamment de ceux de cette époque. Hélas, qui, dans le temps même où il faisait l'apologie du commerce qui était en train de se mondialiser, oubliait quand même de mentionner son origine, son accumulation primitive, qui était quand même très largement l'extorsion coloniale ou le pillage mondial. Bon, bah moi je vais remettre dans la même phrase que Adam Smith a séparé, à savoir le coton et l'esclavage. On va garder le coton, c'est super, on fait commerce de coton, il y a un génie du capitalisme qui fait que le commerce se développe, qu'il entraîne un certain nombre de progrès techniques, lesquels progrès techniques peuvent effectivement profiter à pas mal de gens indépendamment de tout calcul commercial. Donc il y a effectivement des effets vertueux du commerce mondial. Adam Smith oublie tout simplement d'en produire ou d'en mentionner ce qui est le cœur même, à savoir l'extorsion de la force de travail de gens qui ont été esclavagisés. Donc moi, là, si tu veux, mon option de concision, c'est-à-dire de dire un maximum de choses en une seule phrase, qui produit la déflagration que tu appelles punchline, elle marche bien avec le capitalisme, quoi, parce que c'est d'arriver à tourner syntaxiquement dans la même phrase esclavage et coton. Et, et voilà, et tout est dit à ce moment-là, effectivement. Quand une phrase comme ça, je te l'accorde à une certaine efficacité, ça c'est sûr. Tu marques bien une opposition entre cette liberté pour les capitalistes d'entreprendre, quitte à détruire des corps, des espaces, puis certains déterminismes sociologiques, on va dire, qui font que certaines personnes, l'immense masse des gens dans ce monde, n'ont en fait pas le choix de faire telle ou telle chose, malgré tout ce que ces bonimenteurs peuvent dire. Et ça, tu le montres bien à travers certaines nouvelles, quoi. Juste pour bien introduire le livre et comme je dis, ce boniment matriciel, quoi. Oui, d'ailleurs, le boniment matriciel est suivi de deux ou trois boniments, ou quatre, je sais plus, qui sont pour moi du même segment de pensée, parce que très très vite arrive derrière le choix, très très vite, choix et liberté, parce que c'est liberté que je déconstruis essentiellement dans le libéralisme, et puis après j'en arrive au choix à travers justement It's not an option,
ou ce n'est pas une option. Après, j'en arrive à la notion. En fait, je prends vraiment les piliers de l'idéologie capitaliste libérale, quoi. Savoir, nous sommes libres. Hein, nous décidons de par nous-mêmes et librement de commercer entre nous. Deuxièmement, il y a les consommateurs eux-mêmes sont tout à fait libres de consommer ce qu'ils veulent. Donc c'est à ça que je m'attaque dans la notion de choix. Bah, après tout, c'est ce que disent toujours les marchands quand on leur dit mais quand même vous vendez de la merde les amis, vous êtes en train de vendre de la merde. Bah écoutez, en même temps le consommateur est roi. C'est le consommateur qui veut de la merde visiblement. C'est ce que disent par exemple les journalistes depuis 3 semaines qui sont en boucle sur Pierre Palmade. Ils disent ouais mais regardez à chaque fois qu'on parle de Pierre Palmade, ça fait des pics d'audience. Donc les gens veulent ça, les gens veulent de la merde. Alors c'est bon évidemment les marchands n'ont pas lu Bourdieu, c'est un peu leur problème, surtout pas ceux du XVIIe siècle, mais ceux de maintenant non plus. Et donc comme ça ils produisent cette espèce de pensée magique ou de notion magique qui s'appellerait le choix du consommateur. Voilà, le choix, le consommateur fait des choix en connaissance de cause. Donc, je prends des exemples concrets, comme d'habitude. C'est la mère de famille monoparentale qui a en charge 2 ou 3 ou 4 enfants, je ne sais plus combien je lui en donne, qui, le soir, quand elle sort d'un boulot de merde et qu'elle a à peine le temps pour aller faire des courses, pour pouvoir nourrir ses gosses, eh ben, je veux dire, va pas se donner une latitude telle de temps qui lui permette de véritablement faire un choix. D'abord, de toute façon, elle est contrainte par son porte-monnaie, hein, ce qui est déjà pas rien. C'est une sacrée contrainte, mais elle est aussi contrainte par le temps et puis aussi par peut-être la volonté d'acheter la paix avec ses enfants qui la font un peu chier dans les fins de journée. Donc, elle va leur filer ce qu'ils réclament, à savoir des nuggets du poulet ou tel autre truc un peu dégueulasse. Donc, bon, bah, ça fait partie des mythes que véhicule encore le libéralisme, c'est-à-dire à la fois nous sommes pour la liberté, alors qu'en fait, ils ne réclament que la liberté de commercer, et d'autre part, l'implicite de leur édifice moral ou de leur falsification morale, c'est que les consommateurs sont rois. Les consommateurs, je veux dire, s'il y a eu je dis des banalités, mais il faut revenir. C'est pour ça que je commençais par ça et que je préconise quand même de lire le livre dans le sens, dans l'ordre, parce que je reprends un peu les choses historiquement, quoi, et paradigmatiquement, quoi. Et les vrais paradigmes, c'est quand même ça, quoi. C'est de dire, de toujours laisser croire que d'inverser le fléchage de l'offre et de la demande, quoi. En gros, pour le dire dans ces termes-là, à savoir, des gens ont demandé les téléphones en 1992 et le capitalisme, dans sa grande libéralité diligente, leur a offert. Leur a offert sur un plateau. Et non pas l'inverse. Alors moi, comme j'ai été contemporain de l'épandage de téléphones sur la planète, eh bien, je peux témoigner du fait que personne n'avait rien demandé. Voilà. Qu'il n'y avait pas de demande de téléphone sans fil à l'époque. Ouais, il y a un truc euh, qui est évident dans le livre, et puis il y a un truc qui est évident dans tout ça. Puis là, je reprends ce terme matriciel, parce que tu l'utilises à un moment dans le livre pour parler de nation matrice, en parlant je crois que c'est dans l'entrée compétence. Et cette entrée compétence, bah, tu dis qu'elle vient notamment du mot skills en anglais. Et là, tu parles, voilà, de la nation États-Unis comme nation matrice de ce langage. Et ok, c'est évident, mais je pense que c'est malgré tout important de noter que il y a un nombre quand même impressionnant de boniments qui viennent de cette langue-là, qui viennent de l'anglais, qui viennent des États-Unis. Et voilà, je me suis demandé si toi, tu t'étais un peu arrêté sur le processus qui a fait que bah, c'est cette langue-là qui crée la langue marchande française aussi, enfin la langue marchande qu'on connaît aussi. Bah, je crois que pour les marchands français, par exemple, de tout temps, dans un premier temps, l'Angleterre a été un modèle, qui est le grand pays fondateur du capitalisme, l'Angleterre, pour tout un tas de raisons. Alors, on pourrait dire avec les Pays-Bas un peu avant, mais c'est quand même, notamment le capitalisme industriel, il naît vraiment en Angleterre. Le fait colonial, enfin, je veux dire, l'inextricabilité entre le capitalisme et le fait colonial ou le fait impérial, c'est quand même en Angleterre essentiellement qu'il se scelle dans les siècles, disons, qui suivent la Renaissance, en tout cas par là. Donc, pour les marchands français, c'était le cas d'un Voltaire, par exemple, qui est un penseur assez libéral et qui a toujours mis en avant la belle liberté de commercer, dont il attendait d'abord un certain nombre de bénéfices pour lui-même, mais aussi des bénéfices en termes de droits de l'homme, en termes de ce qu'on n'appelait pas encore les droits de l'homme, mais en termes de liberté politique et des choses comme ça, qui était un calcul de l'époque des penseurs, d'un certain nombre de penseurs des Lumières, liberté de commercer, la liberté de commercer entraîne un certain nombre de libertés politiques. Donc Voltaire était vraiment un libéral, mais dans un sens que j'allais presque dire, y compris noble, quoi. Enfin, en tout cas intéressant, intéressant et dialectiquement progressiste à l'époque. Ça, il faut toujours resituer les choses, hein, pour pas faire une critique réactionnaire du capitalisme. Enfin, je reviens pas sur ces difficultés-là
qui crée bien des confusions dans les cerveaux en général. Et donc, Voltaire était un grand anglophile pour plein de raisons, mais notamment celle-là, parce que l'Angleterre avait était déjà bien avancée dans la libéralisation des échanges, alors que la France était peut-être un peu engoncée dans le côté pays terrien, pays de rente ancienne qu'on a reconnu chez un lointain successeur de Voltaire, pas en termes stylistiques ni littéraires, hein, mais en termes d'options libérales, qui est Emmanuel Macron. Il faut dégommer les rentes, quoi, pour que ça circule. Donc c'est vrai que l'Angleterre a été ce modèle-là. Puis après, l'Angleterre s'est très largement exportée vers les États-Unis dans des conditions conflictuelles et paradoxales qu'on sait. Et c'est les États-Unis qui sont devenus l'épicentre du capitalisme mondial. Elles le sont encore maintenant, même s'il y a une contestation par le pôle asiatique, mais ça c'est un autre débat. Donc il est évident que pour les aspirants marchands de nos pays de plouc, de nos pays de la vieille Europe, par exemple la France, l'Amérique incarne toujours une sorte de nirvana, de modernité libérale et comment dire, de libération totalement de la circulation de la marchandise, quoi. Et donc forcément, ça se voit beaucoup. Moi, ça me frappait toujours beaucoup, y compris. Prenons les choses toujours par le biais un peu plus petit, mais de la petite sociologie quotidienne. Moi, j'ai grandi avec des bourgeois dans un lycée bourgeois. Enfin, je les fréquentais comme camarades de classe, ce qui a été très important pour moi et très nourrissant. Et je voyais bien que l'été, eh bien, ces jeunes bourgeois de 13, 14 ans étaient envoyés pendant un mois, 2 mois aux États-Unis, en Angleterre, d'où ils revenaient d'ailleurs parfaitement bilingues, ce que je n'étais pas. Et donc je voyais déjà ce que pouvait vouloir dire d'être un gueux, d'être un plouc à côté d'eux, alors que j'étais fils de prof, donc j'étais pas un vrai gueux, loin de là. J'ai grandi enfin j'ai eu une enfance relativement confortable, mais à côté d'eux, j'étais un gueux. Et notamment, je voyais chez eux ce tropisme anglo-saxon se développer extrêmement tôt, quoi. Et après, ça s'est vérifié. On sait bien que dans les écoles de commerce, il y a tout un tas de cours bilingues. Je pense que même l'essentiel des cours sont bilingues ou voire en anglais tout court. Et puis, on sait qu'ils font toujours leur troisième ou quatrième année aux États-Unis ou ailleurs ou dans un pays où ils rencontreront de toute façon des gens parfaitement américanisés, où ils parleront une espèce de globish qu'on connaît bien, qui est une espèce de non-langue. Donc voilà, c'est pas d'hier et ça a toujours fait modèle, ne serait-ce qu'un certain mode de vie à l'américaine, un certain charme à l'américaine. Alors pas le charme plouc texan quand même, faut pas déconner. Ça serait, il y a deux modèles, c'est la côte est et la côte ouest. La côte est avec un petit supplément d'âme un peu élégant. La bourgeoisie cultivée, par exemple, parisienne, aime beaucoup. Je le disais dans Histoire de ta bêtise, où je décrivais une ex-camarade de collège que je revoyais 25 ans après et qui évidemment était très enthousiaste d'être allé 2, 3 fois à Brooklyn avec ses enfants, quoi, où ils avaient loué un appartement. Bon, ça c'est le côté chic, le côté un peu culture. Le côté plus entrepreneur et qui n'aurait plus du tout comme ça de scrupules culturels ou de pause culturelle résiduelle, ça serait quand même la côte ouest, avec évidemment la Californie comme une zone rêvée. Donc ça reste très opératoire, hein, je veux dire, dans l'esprit de nos bourgeois, tout ça, quoi. Donc, et ça passe par la langue, et donc dès qu'il y a un tic anglo-saxon, un nouveau tic anglo-saxon à choper, ils le chopent en 3 jours. Alors c'est simple, ils attrapent tout, ils recrachent tout. Et ça finit parfois par aller jusqu'à nous, d'ailleurs, parce que nous autres pauvres ploucs, qui sommes a priori réfractaires à cette langue, on finit quand même toujours un peu par l'intérioriser aussi, puis on la recrache, quoi. Donc, c'est redoutable. Ouais, genre, les gens qui disent punchline et tout. Par exemple. Mais moi, si dans une interview, un type disait punchline, j'interromprais immédiatement l'interview. C'est simple, hein, je veux dire. Parce qu'il faut avoir des principes dans la vie, monsieur. Pour rester sur le livre, et encore une fois, je me répète, hein, on va pas tout raconter, mais c'est que quelques entrées après ce libéralisme vient le mot contrat. Justement, je crois que tu en as parlé. C'est évidemment un des piliers aussi du système dans lequel on évolue, on va dire. Tu es un ancien prof. Euh, t'as joué ton propre rôle, entre guillemets, dans Entre les murs, qui a reçu la Palme d'Or à Cannes en 2008. Pas revenir sur tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que sur le boniment contrat, tu choisis le monde scolaire pour expliquer que c'est dès l'école, entre guillemets, qu'on commence à ingurgiter les codes marchands. Donc tu prends le cas d'un élève qui est peut-être auquel le système scolaire ne semble pas convenir, on va dire. Peut-être que tu auras une autre manière de définir la chose.
et qui se doit du coup de passer une sorte de contrat avec sa proviseure pour dire je vais me conformer aux règles pour pouvoir être scolarisé dans votre école. Et puis là, ben, tu nous montres un cas de relation bilatérale asymétrique, comme tu dis. Relation bilatérale, donc le contrat, hein, il y a deux parties. Asymétrie, il y a une partie qui a le dessus sur l'autre. Et puis tu dis ben, que dès l'école, on ingurgite ce genre de modèle, c'est Ça, ça? je pense que c'est un élément, pour prendre les choses un peu dans l'ordre, d'abord de façon un peu macro, c'est un élément qui accrédite la notion de néolibéralisme, hein, que le néolibéralisme serait, je dirais, tel qu'il a été défini par des penseurs sérieux, une sorte d'alliance à nouveau frais entre l'État et les forces du marché, ou les marchands, ou les grands actionnaires, euh, les, les propriétaires des moyens de production, en tout cas conséquents. Euh, et c'est bien pour ça que dans ce monde néolibéral, et là où j'accrédite un peu le terme néolibéral, eh bien, les injonctions marchandes, la langue marchande ou les pratiques marchandes peuvent tout à fait infuser les administrations, hein, qui dépendent de l'État. Et par exemple, un grand corps qui s'appelle l'éducation nationale et qui est lié totalement à l'État, qui s'appelle l'éducation nationale. Et quand j'étais prof, moi j'étais prof à la fin des années 90, début des années 2000, enfin sur 10 ans, 95-2005, j'ai été témoin de ça. J'ai vu arriver, en tout cas, c'est même pas ça, c'est que je n'ai eu vent des premiers prémices d'un assaut de la langue managériale qui allait nous submerger dans les années 2000-2010. Moi, c'est par l'école que je l'ai entrevu, ce qui est quand même tout à fait a priori paradoxal, mais en fait pas paradoxal. Comme si finalement les administrations étaient une sorte de laboratoire pour expérimenter un certain nombre de plis managériaux ou qui ont à voir avec une langue et puis qui ont surtout à voir avec des pratiques. Et par exemple, la pratique du contrat. J'ai vu arriver à l'école le contrat. C'est pour ça que la scène que je décris dans le fragment contrat, c'est une scène que j'ai pas vécue stricto sensu, mais j'ai vécu un peu l'équivalent. Et c'est une scène où j'étais plutôt dans la position du prof principal à ce moment-là, parce qu'il y a le parent d'élève, il y a l'élève qui s'est fait virer d'un autre bahut et qui aspire à rentrer dans un lycée. Il est donc accueilli par la proviseure du lycée en question, mais laquelle proviseur veut bien l'accueillir, de toute façon elle y est plus ou moins tenue, mais moyennant la signature d'un contrat. Bah, tiens, je vois qu'on va faire signer un contrat à un élève. Évidemment, moi je le voyais en fait spectaculairement dans cette situation, le spectacle d'une bilatéralité égalitaire, à savoir c'est super, en fait, c'est vraiment donnant-donnant, c'est win-win, quoi, comme on s'est mis aussi à dire à l'époque. C'est win-win. C'est-à-dire, non, non, mais on te force à rien, tu vas t'engager contractuellement et vraiment tu signes si tu veux, mais tu t'engageras contractuellement à bien travailler à l'école, en échange de quoi nous, on s'engage, nous les profs, nous l'équipe éducative, nous l'équipe administrative, à te donner l'enseignement que tu mérites, bien qu'ayant eu des problèmes dans ton établissement préférent. C'est super, c'est donnant-donnant, c'est génial. C'est de la pédagogie cool. Moi, je me suis dit, mais ouais, mais c'est super, quoi. Moi qui n'aime pas la pédagogie verticale, moi qui n'aime pas beaucoup les démangeaisons autoritaires des institutions, bah là, je voyais un schéma égalitaire se mettre en place, mais je me pâmais, quoi. Bon, le fait est, hélas, j'avais 28 ans, hélas, j'avais quand même un peu lu, hélas, j'avais un peu déjà de bouteille politique, en tout cas d'intuition politique. Et ce que je voyais là, c'était la démonstration d'un dispositif égalitaire, le spectacle d'un dispositif égalitaire, qui était tout simplement troué de l'intérieur par une seule chose, à savoir l'inégalité fondamentale entre le proviseur et cet élève, qui était évidemment en position de faiblesse, en position de vulnérabilité, qui n'avait absolument pas choisi d'être là, qui d'ailleurs, à qui on n'avait même pas demandé s'il voulait continuer ses études. De toute façon, la question se pose pas, c'était obligatoire. Le beau-père était avec lui et de toute façon contrôlait la chose. Enfin, il était multi-opprimé, ce gamin, quoi qu'il ait fait par ailleurs et qui était sans doute pendable et qui m'aurait énervé le premier si ça m'était arrivé à moi, prof. C'est pas le problème, je suis pas là pour tirer des larmes autour du sort de ce pauvre chouchou. Enfin, c'est typique de tout un édifice discursif libéral qui fait toujours passer pour égalitaire des échanges qui sont fondamentalement biaisés de l'intérieur par leur inégalité de départ, à savoir l'inégalité de classe, et par des rapports de force totalement asymétriques dans telle ou telle situation. Bon, c'est un exemple, voilà, j'ai pris, pour résumer, j'ai pris cet exemple-là et j'ai choisi d'aborder ce terme du contrat, qui est très important dans l'édifice libéral, la notion de contrat, qui se substitue à d'autres formes d'autorité ou de légitimation. J'ai pris cet exemple d'une part pour bien montrer effectivement que
le management infuse là où on ne l'attendrait pas, parce qu'il continue à y avoir des gens qui considèrent que l'éducation nationale est une sorte de camp retranché et réfractaire et résistant à la marchandisation générale des échanges et des rapports. Bon, chacun ses fables. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que je l'avais vécu et que je pense que quand on a été observateur de quelque chose, bah, du coup, le matériau qu'on va livrer sera d'autant plus précis. Et ça, c'est important de prendre les choses par. C'est ça, je pense, un peu ma touche stylistique à moi, dans le tout venant, je dirais, des intellectuels de gauche radicale. Euh, moi, je pourrais pas produire une ingénierie conceptuelle du niveau de Bernard Friot. Je pourrais pas. Lui, ça fait 40 ans qu'il y pense, et même plus. Et arriver à une telle sophistication analytique de la circulation de la valeur, notamment, et de la création de la valeur, parce que je pense que c'est ça qui est au cœur du friotisme. Moi, je peux pas lutter contre ça. Alors, qu'est-ce que je peux apporter, moi? Ben, je peux apporter ça, c'est-à-dire des situations. Je peux incarner un peu des concepts. Je peux les prendre par des personnages, et des choses que j'ai observées ou vécues. Beaucoup de boniments, en fait, ils sont illustrés, non pas par des personnes réelles ou qu'on connaît, en tout cas, peut-être des personnes réelles que toi, tu as connues, mais que moi, je connais pas. C'est souvent des personnages que tu crées et qui regroupent comme ça des caractéristiques propres à certains sociotypes, on va dire. On pourrait les lister, tu vois, t'as Jean, l'héritier, qui voulait partir de rien et qui voulait se faire tout seul, qui tombe sur les NFT et tout. Enfin, c'est super drôle. Euh, t'as celle qui se lance dans le speed dating de luxe et qui méprise à côté, ben, certaines autres formes de marchandises, comme les influenceuses et les influenceurs, beauté, etc. T'aimes bien comme ça créer des personnages où quand même on s'y retrouve et puis on voit de quoi tu parles. On se dit pas c'est hors sol et puis ça dit rien. Il y a Tu crées des personnages qui s'inscrivent quand même dans le réel qu'on connaît pour illustrer tes boniments. Puis ça c'est intéressant quoi. T'es pas toujours obligé de citer des... On retrouve un peu le romancier aussi alors que c'est un essai politique. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. mais tout ça se touche de toute façon stylistiquement. C'est-à-dire que si on lisait effectivement l'entrée réputation qui met en scène cette Valentine qui effectivement fait dans le commerce de la rencontre, mais de la rencontre avec valeur ajoutée culturelle, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle méprise les influenceuses qui, elles, bon, font du mauvais commerce, quoi. Enfin, il y a toujours des stratégies de distinction au sein du commerce. Il y a toujours le bon, le mauvais commerce. Il y a le commerce de charme, le commerce qui est élégant, et puis il y a le commerce vulgaire. Bon. Donc c'est ça que j'essaie de mettre en scène. Bon, bien sûr que ça pourrait être un passage de roman. En fait, ça pourrait être un chapitre de roman qui parlerait d'une certaine Valentine. Donc pour moi, il y a une porosité de toute façon entre les différentes formes. Et très très vite, moi, le naturel romancier revient au galop. Mais en fait, romancier, c'est simple. Hein, c'est que moi, j'ai du mal à penser hors de l'incarnation. Voilà, c'est simple. Hein, c'est impli de penser. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans l'abstraction. Moi, je peux un peu donner dans l'abstraction à mes heures, quoi, parce que j'ai quelques petits automatismes dans ce domaine-là, mais en fait, je vais pas très haut, moi, dans l'abstraction. Il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi dans l'abstraction, donc moi, je commence à me déclencher un peu cérébralement à partir du moment où j'ai trouvé un point d'incarnation. Et donc, c'est ça qui fait de moi fondamentalement un romancier, y compris quand je fais des essais comme c'est le cas de Boniment. Dans la commande de mes amis d'Amsterdam, à aucun moment ils m'ont dit on aimerait bien que tu fasses des petites nouvelles ou qu'il y ait des personnages, parce que non, ils m'ont pas dit ça. C'est venu, j'allais presque dire naturellement et presque méthodologiquement. Après, il y aurait quand même une autre chose où ça n'est pas simplement un naturel stylistique ou un naturel de tempérament qui revient au galop, c'est aussi parce que c'est ça fondamentalement qui m'intéresse, moi, dans cette affaire de politique. En fait, pourquoi ça m'intéresse la politique? Mais moi, j'aime pas la politique en soi. Moi, j'aime la politique parce que je m'intéresse au réel. Voilà. Et en fait, je n'ai souci de la politique que dans la mesure où je constate qu'elle ne cesse d'intervenir dans le réel. Voilà. Je n'ai souci du capitalisme que parce que je constate qu'il ne cesse d'intervenir dans le réel. Sinon, moi, le capitalisme, ça serait pas mon problème. Le problème, c'est que le capitalisme façonne les corps, façonne nos vies, configure nos situations, et que donc, pour qui, comme moi, veut simplement restituer le réel, essayer de l'observer, de le comprendre, de l'analyser, mais en permanence, je trouve le capitalisme sur mon chemin. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Moi, je décide pas de faire des trucs sur le capitalisme ou de focaliser sur ce truc. C'est comme la bourgeoisie.
Je veux dire, moi, a priori, j'étais assez pour foutre la paix à la bourgeoisie. Le problème, c'est que la bourgeoisie m'a pas foutu la paix. Je veux dire, je l'ai trouvé, notamment, je l'ai beaucoup expliqué au moment d'Histoire de ta bêtise, euh, qui n'était pas un livre qui se polarisait exclusivement sur la bourgeoisie culturelle, comme je l'ai souvent lu et c'est faux, mais, mais dont le point de départ était celui-là. C'était, moi, je débarque dans le champ culturel parce que j'ai envie d'écrire des livres, et parce que par ailleurs, tiens, un film par-ci, une pièce de théâtre par-là. Enfin bon, voilà, ça y est, j'ai mis les pieds dans le champ culturel parce que c'est la chose qui m'intéresse. Or, je vois que ce champ-là est absolument verrouillé par la bourgeoisie, que j'y trouve des bourgeois à tous les coins, avec lesquels je dois composer, avec lesquels j'arriverai vaguement à composer ici ou là. Preuve en est, j'allais presque dire mon parcours, ce qui tendrait à prouver quand même que j'ai pas été complètement ostracisé par la bourgeoisie culturelle. Mais quand même, il y a des points de tension, il y a des points de machin, et c'est ça qui peu à peu va développer en moi, disons, à la suite aussi de ce que j'avais pu connaître quand j'étais adolescent, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Bah, je veux dire l'idée que bon, il y a rien à faire, c'est-à-dire que moi je dois absolument faire avec la bourgeoisie, quoi. Enfin, elle m'impose ses codes, elle m'impose, bah oui, dans la mesure où elle a l'argent, bah, c'est quand même à elle que je dois me plier si jamais j'ai besoin de produire un certain nombre de choses qui demandent de l'argent, donc par exemple du côté du cinéma ou par exemple du côté du théâtre. Un peu moins le cas dans la littérature, mais je vais pas rentrer dans ce genre de détails aujourd'hui. Donc voilà, faut resituer toujours les choses de cette manière-là, quoi. C'est-à-dire que si la politique c'est un truc abstrait qui n'infléchit pas, qui n'affecte pas les corps, moi la politique ne m'intéresse pas. Je, la politique ne m'intéresse que à partir du moment où, considérant que nous sommes tous des sujets sociaux et que nous faisons partie d'un corps social euh, dont la gestion s'appelle la politique. C'est ça en fait, hein, c'est gérer le corps social, donc organiser le corps social, l'administrer de telle ou telle manière. Euh, eh bien, je vois que nous sommes partie prenante d'un corps social qui nous affecte profondément, individuellement et jusque dans notre lie. Alors, il faut que je fasse de la politique. Alors, il faut que je m'en occupe, il faut que je politise ma réflexion, il faut que je politise. Bon, il se trouve que, attention, j'ai l'air d'être, je suis bavard parce que j'aime bien essayer d'être précis et méticuleux. Je ne voudrais pas laisser croire non plus que je suis venu à la politique par ce strict raisonnement. C'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Ça, je l'ai raconté très largement dans Deux singes ou ma vie politique, qui je crois était un livre, quoi qu'on en pense, qui avait une certaine lucidité sur moi-même. Et j'ai raconté que si je suis venu à la politique, c'est pas par le réel en fait. Je suis venu à la politique par une espèce d'imprégnation éducative qui a mis la charrue avant les bœufs, en quelque sorte, ou a commencé sur des bases un peu hegeliennes, à savoir de mettre les idées avant le réel, quoi. Bon, le pauvre Hegel, je suis un peu salaud et expéditif avec lui, il vaut mieux que ça, mais je faisais référence à la phrase de Marx, il faut remettre Hegel sur ses pieds, enfin en tout cas l'opération qui a été celle de Marx. Ben, moi j'ai commencé un peu par marcher sur la tête. J'avais les idées en tête, des idées communistes qui me venaient de mon foyer, et c'est après que je suis allé chercher le réel qui pourrait correspondre à ces idées. Donc le pli que je suis en train de décrire, je l'ai pas toujours eu. En revanche, à partir du moment où je l'ai eu, je l'ai pas lâché, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment partir du réel, absolument du réel, et que ça. Et si ma foi, nos idées peuvent pas rentrer dans le réel, eh bien c'est les idées qu'il faut changer, c'est pas le réel. En parlant de réel, en parlant de bourgeoisie, j'aimerais revenir sur un truc que tu as déjà dit plusieurs fois, mais que là, je trouve que tu dis particulièrement bien dans ce livre, et je trouve il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est ce fameux mot bobo. Parce que il faut redire que c'est un mot, et tu le dis très très bien, c'est un mot qui est soigneusement mal défini. Il est fait pour qu'on dise surtout pas le réel, justement. Le bobo, il veut pas dire grand-chose, en fait. Il t'explique bien qu'il est critiqué pour son attitude, enfin, quand on dit bourgeoisie culturelle ou j'en sais rien, pour son mode de vie. Le bobo, c'est ça qu'on critique, alors que si on voulait être politiquement juste, politiquement efficace, il faudrait plutôt recommencer à s'attaquer au bourgeois pour sa position sociale, sa position idéologique. Ça, premier point, et je trouve ça super intéressant de dire le mot bobo, faut arrêter. Et puis, il y a une expression que tu utilises, c'est point de fixation critique, que je trouve super intéressant et qui pourrait s'appliquer à plein de choses, j'ai l'impression, et qui est Ouais. un outil qui est utilisé par la bourgeoisie depuis, voilà, depuis toujours, je pense. Tu vas y revenir. Point de fixation critique pour dire, bah, le mot bobo, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres de mots qui fixent la contestation pour la rendre indisponible à d'autres formes de contestation. Ouais.
plus matériel, on va dire, et plus efficace, plus juste, etc. Tout à fait, ce qu'on pourrait d'ailleurs appeler, dans certaines techniques de je sais plus quelle activité exactement, un leurre. Tu sais, c'est des leurres, c'est on te désigne quelque chose, on flèche ta. En fait, c'est toujours, il y a un schéma qu'on retrouve au long de l'histoire. J'ai presque envie de dire, c'est un peu monumental que de dire des choses comme ça, mais comment dire? En gros, le schéma est le suivant. La bourgeoisie sait qu'elle a tort. La bourgeoisie sait que globalement, par rapport à ce qu'est son attitude structurelle, elle mériterait qu'on la renverse. Elle le sait. Elle le sait pas forcément consciemment, mais son corps le sait. Son corps le sait. Et c'est bien pour ça que ça développe un certain nombre de névroses en elle. Bon. Alors, bah, du coup, elle sait bien qu'elle est, je vais dire la coupable. C'est un écart de langage parce que j'aime pas ce lexique un peu moral, quoi. Mais en gros, elle est quand même à l'origine d'un certain nombre de méfaits qui sont attachés à un ordre social donné ou un corps social donné. Moi, elle le sait. Alors, bah, elle sait bien que la contestation va monter contre elle. Et en plus, la contestation est du côté du nombre. Je veux dire, globalement, il y a beaucoup plus de pauvres que de riches dans une société, beaucoup plus de prolétaires que de bourgeois, etc. Donc, ça, partant sur ces bases-là, comment est-ce qu'elle peut s'en sortir? Et avec son instinct de survie sociale extraordinaire, hein, la bourgeoisie a un instinct de survie sociale tout à fait performant, eh bien, elle sait qu'il va falloir qu'elle désigne à la vindicte populaire, d'autres cibles, quoi, pour se dédouaner elle-même, pour en fait se sortir un petit peu du jeu. Elle a toujours excellé à ça. Elle y a excellé, par exemple, dans les années 1870, 1880, 1890, désignant à la colère plébéienne un ennemi que la colère plébéienne avait eu tendance à mettre un petit peu de côté en se concentrant sur l'ennemi de classe, à savoir le clergé. Et c'est ce qui va donner quand même plus tard la loi de séparation d'Église et de l'État, qui est plutôt une loi intéressante et sur laquelle on a bien raison de ne pas revenir. Mais il n'en reste pas moins que le calcul était celui-là, quoi, de réaiguiller. Bon, je crois que le mot bobo a eu cette efficace-là, de façon plus ou moins consciente. Je ne sais pas si ces stratégies-là sont absolument préméditées. En fait, je sais que non. Mais, euh, mais tout ça est récupéré. Je pense qu'il y a un inconscient bourgeois qui a beaucoup travaillé à répandre ce mot bobo qui permettait d'absenter le signifiant bourgeois et qui permettait d'absenter ce que désignait ce signifiant, à savoir la bourgeoisie elle-même, telle que définie par un certain nombre de rapports sociaux et par des rapports de production, et par une certaine place dans la chaîne de production, et par son statut de propriétaire des moyens de production. Voilà tout ce qui était absenté par les petites litanies critiques sur les bobos qui, en fait, prenaient la surface des choses, qui s'en prenaient à des attitudes et non pas à des structures. Voilà. C'était, en fait, le bobo, c'est le bourgeois sans la structure. C'est le bourgeois sans les opérations économiques qui le fondent, ou les opérations commerciales qui le fondent en tant que bourgeois. Quelle superbe opération pour la bourgeoisie, dont la falsification première est toujours d'absenter la scène commerciale qui la fonde. Et donc, Bobo a été une aubaine. Bon, bah, je regrette de voir que pendant très longtemps, et encore maintenant, le mot continue à être très utilisé à gauche, y compris d'ailleurs dans l'anticapitalisme, qui est vraiment alors une boulette lexicale, mais qu'en fait est une boulette de pensée et une boulette de stratégique. Je veux dire, là, on donne vraiment des points à l'adversaire en continuant à dire bobo. Bon, c'est vrai que je l'ai pas mal répété avant de l'écrire enfin de façon un peu claire dans Boniment, parce que ça me paraissait intéressant de le faire là. Je dois dire que parfois j'ai l'impression de prêcher dans le désert parce que je vois que le mot est encore utilisé et je vois surtout effectivement se développer des points de fixation de la contestation qui sont tout à fait anecdotiques et qui prennent le pas sur les vrais points sur lesquels on devrait se concentrer. Bon, je prends d'autres exemples dans le même boniment. Par exemple, je prends la trottinette électrique. Bon, je vois des gens se répandre contre la trottinette électrique. Il me semble pas que ce soit le cœur du système capitaliste auquel nous avons affaire. Bon, il y en a plein comme ça, bon, je crois que point de fixation, ça vient d'un terme de handball un peu, il s'agit de fixer le pivot. Quand je regarde le hand, j'arrive à comprendre ça. On fixe les choses de sorte que finalement, effectivement, on absente tout un tas d'autres joueurs et on neutralise un certain nombre en fait, on neutralise le pivot comme il s'agit, à travers Bobo, de neutraliser les énergies contestataires, quoi. Puisque de toute façon, elles sont là. Pour répéter la chose, le bourgeois sait que de toute façon, il produira de la contestation contre lui. Et donc, plutôt que d'anéantir cette contestation qui serait vraiment un vœu pieux, il n'y arrivera jamais, vu le nombre de dommages qu'il crée, il faut donc la réaiguiller. Et donc la réaiguiller vers des cibles comme celle-là. Bon, je ne parle pas du réaiguillage majeur qu'opère la bourgeoisie en général avec la complexité de son pan réactionnaire, à savoir
l'aiguillage vers l'adversité raciale, ethnique et culturelle plutôt que vers l'adversité de classe. Mais ça c'est le Non, béaba. en fait, j'ai trouvé l'expression vraiment intéressante et puis juste, et puis qui, justement, ça aide à penser que des fois, oui, effectivement, on a des points de fixation qui sont inutiles, voire contre-productifs, voire, comme tu dis, qui donnent des points à l'adversaire. Et je trouvais l'expression comme ça utilisable pour plein d'autres choses, effectivement. Je Et crois là, qu'il y aurait dans le même genre, mais je le dis pas dans Boniment, mais j'ai écrit dans Socialterre, qui est un magazine dans lequel je fais une chronique, que je recommande d'ailleurs, qui est un très bon magazine. J'ai écrit une des chroniques que j'ai écrites cette année, s'appelait Mépriser le mépris, parce que j'entendais beaucoup que ce qu'on reprochait essentiellement à Macron, au macronisme, et peut-être à la bourgeoisie en général, ou à nos élites qui me paraît aussi un mot discutable, c'est qu'on les reprochait leur mépris social. Alors leur mépris de classe, je voyais que la notion de mépris de classe, qui était totalement absente des débats il y a une dizaine d'années, comme ça faisait florès, quoi, faisait fureur. Enfin, tu vois, tout le monde se mettait à l'utiliser, y compris d'ailleurs des gens qui ne sont pas des foot de guerre gauchistes. Alors c'est souvent là que moi je commence à tiquer. Je me dis tiens, c'est bizarre. Je vois un centriste bon teint me dire qu'il faudra en finir avec le mépris de classe, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que la À quel degré de vacuité doit en être arrivée cette expression ou ce syntagme pour être utilisé par des gens aussi conformistes que ce monsieur? Et donc, en fait, bah, c'est pareil, quoi. Je crois que le problème de la classe dominante, c'est pas qu'elle nous méprise. Le problème de la classe dominante, c'est qu'elle nous opprime. Mais ça n'a rien à voir. Elle pourrait tout à fait nous opprimer sans nous mépriser. Je veux dire, en tout cas, sans nous manifester du mépris. Voilà, moi, je sais plutôt gré d'ailleurs à Macron d'afficher au moins clairement son mépris, comme ça les choses sont claires, quoi. On devrait lui tresser des lauriers à ce monsieur, parce qu'il a, comme ça, c'est un vecteur de clarification des affects fondamentaux de la classe dominante qui est tout à fait profitable à l'intelligence collective. Mais donc le problème, c'est pas qu'on soit méprisé. Moi, j'en ai rien à foutre d'être méprisé par les bourgeois. Genre, vraiment, au contraire, je pourrais dire que leur mépris m'honore. Ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'emmerde chez les bourgeois, c'est qu'ils m'aliènent. Enfin, c'est-à-dire qu'ils dominent, ils imposent un rapport de force ou ils imposent leur façon de voir ou leur façon de faire dans un certain nombre de situations dans lesquelles je suis impliqué. Voilà. Moi, c'est pour ça que dans leur fort intérieur, ils aient beaucoup de mépris pour ma personne. Alors vraiment, je leur rends au centuple. Enfin, c'est pas le sujet. Mais ça, tu vois, ça fait partie des petites expressions où on perd de vue le point. Le point, c'est ce que ces gens font à nos corps. C'est pas la morgue bourgeoise avec laquelle ils nous regardent. pour rester sur ces problématiques de langage, là, il y a quelques minutes, tu as esquissé cette idée de lexique moral que tu rejettes. Donc, j'ai l'impression que tu rejettes à la fois, du coup, ces manœuvres langagières, hein, comme ce mot bobo, qui est une manœuvre sûrement involontaire. Enfin, moi, je dis manœuvre, c'est sûrement pas très précis, hein, comme manière d'exposer les choses. Mais en tout cas, tous ces outils langagiers qui servent à conserver l'ordre. Et tu rejettes aussi une- absolument, en fait, une certaine pensée purement morale tout court. Tu as aussi de fortes réticences à l'égard d'une certaine morale progressiste aussi. Parce que selon toi, j'ai l'impression que c'est normal et sain d'avoir des réflexes moraux, certains réflexes moraux, mais qu'il faut pas non plus tout voir sous ce prisme-là, sous le prisme moral, au risque d'un faux et à côté de la plaque sur certaines choses. Puis, par exemple, récemment, je t'ai vu critiquer le terme de privilège, par exemple. Et en partant de ce mot, moi, j'aimerais bien que tu m'expliques en quoi ce lexique-là, ce genre de lexique moral, il nous aide pas et peut-être même inversement. Ouais, ça serait compliqué privilège parce que ça relève peut-être d'autres choses. Ce dont je me méfie dans le privilège, c'est, alors, ça nous mènerait un peu loin, mais ça serait l'idée qu'il y aurait une juste répartition des choses, comme ça, qui aurait été presque prédéfinie, presque ontologiquement prédéfinie, et dont l'existence de privilèges serait un dévoiement. Moi, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas d'ordre des choses a priori. Tout doit s'inventer. Je veux dire, la politique, c'est vraiment, c'est aux êtres humains, à cette espèce un peu bizarre, à la fois géniale et tout à fait néfaste, et sans doute néfaste parce qu'elle est géniale. C'est la complication interne de l'humanité. Mais cette espèce humaine, elle inventera son destin, quoi. Elle inventera son destin et il n'y a pas d'ordre préétabli par rapport à quoi elle devrait se référer. En fait, si tu veux, sans aller trop loin là-dedans, mais je me méfie de tout ce qui est ressorti aussi parfois à l'idée qu'il y aurait, comment dire,
une justice dont les coordonnées seraient apparentes et évidentes à tout le monde pour peu qu'on s'arme de bon sens. Voilà. C'est en fait lutter contre la notion de privilège, c'est en fait une contrebande chez moi pour en arriver à toujours remettre en question cette fameuse idée du sens commun, que Gramsci a très largement déconstruite d'ailleurs, qui survit à travers la notion de bon sens, qui survit aussi chez les Orwelliens du côté de la décence commune. Je me méfie de toutes ces choses-là. Je veux dire, pour moi, elles ne souffrent pas un examen véritable. Ça, c'est la première chose sur le privilège. Sur la morale, bon, je crois que je me suis déjà un peu expliqué là-dessus. En fait, on va prendre un exemple précis, parce que sinon ça va être trop abstrait. Je suis témoin d'un flic qui très clairement euh, est en train de taper un mec. Trois flics sont en train de taper un mec. Alors voilà, ils viennent de l'interpeller. Je tombe sur cette scène, moi, petit bourgeois dans la rue. Je tombe sur cette scène. Je m'arrête, bien sûr, à la fois par curiosité morbide, mais aussi par curiosité tout court. Je regarde comme un petit badaud un peu protégé que je suis. Et je vois que clairement, dans la violence que ces trois flics sont en train de mettre sur la tête de ce mec, il y a probablement une violence qui est faite pour neutraliser ce monsieur parce qu'il a probablement commis je ne sais quelle forfaiture, mais qu'il y a un zèle dans leur façon de frapper. Et là, je comprends qu'ils vont au-delà de la stricte neutralisation déjà très manu militari et dont ils auraient pu se passer, mais qu'il y a un effet de racisme parce que je vois que ces trois-là sont des blancs, je vois que l'interpellé est arabe. Et je sens qu'il y a du racisme là-dedans, je le sens intuitivement. Et là, c'est une intuition qui est presque une intuition morale, et en tout cas qui devient totalement morale à partir du moment où elle se double d'une réprobation, et voire même d'une sorte d'indignation. Je suis indigné par ce que je vois, à savoir trois personnes imprimer leur force sur un corps qui est en position de faiblesse à ce moment-là, en tout cas, quelle qu'ait été son attitude antérieure. Et par ailleurs, je vois un zèle dans les coups donnés par ces flics que j'interprète comme du racisme, que mon corps interprète à coup sûr comme du racisme. Et j'en suis indigné. C'est une indignation morale. C'est une indignation morale. Et il est tout à fait sain que j'ai cette indignation. Il est possible qu'à côté de moi, d'ailleurs, une dame ou un homme, peu importe, n'ait pas cette indignation et considère que, en fait, il a bien ce qu'il mérite et que les flics font bien de lui faire la leçon, comme ça, on l'y reprendra plus, ce qui créera de la sécurité bon. Alors peut-être qu'à ce moment-là où ça se complique un peu, c'est que la dame qui réagit comme ça à côté de moi, je vais dire le monsieur pour qu'il y ait pas de, pour ne pas genrer la chose, qui serait complètement débile et hors de propos. Le monsieur qui est à côté de moi, lui-même, est en train d'avoir une attitude morale, en fait, est en train d'avoir un réflexe moral. Simplement, elle ne porte pas sur la même chose que moi. Moi, ma morale à moi, elle porte sur le racisme, clairement, sur la démonstration du racisme, sur le sentiment que ces gens-là sont en train d'abuser de leur force. Sa morale à lui porte peut-être davantage sur ce qu'il suppose avoir été la victime de cet interpellé. Et plus généralement, sur l'idée qu'il faudrait protéger l'ordre social. Parce que ce monsieur considère que l'ordre social est juste. Et que donc protéger l'ordre social des délinquants, c'est protéger un ordre social qui est fondamentalement juste. Donc, d'une certaine manière, sa morale s'oppose à la mienne. Il n'y a pas moi qui suis moral et lui qui serait immoral. Mais l'important, c'est la chose suivante, c'est que ça démarre par de la morale. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec cette impulsion morale, cet affect moral qui m'est venu en voyant cette scène? Qu'est-ce que je vais en faire? Jusqu'ici, rien. En tout cas, jusqu'ici, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit d'une indignation telle que j'aurais pu l'avoir à 6 ans et demi, hein, quand j'étais en CP, en CE1. D'ailleurs, j'ai été témoin de ce genre de choses à ce moment-là, puisque j'ai brièvement vécu dans une cité quand on est arrivé à Nantes avec mes parents. Je raconte pas ma vie, mais c'est pour dire que je me souviens avoir eu des micro-indignations qui étaient de cet ordre-là et la prescience du fait qu'il y avait du racisme dans la société. Parce que précisément, je me trouvais dans un quartier où il y avait des flics qui interpellaient des mecs comme ça. Bref. Mais jusqu'ici, j'étais pas politique. La politique commence à partir du moment où je fais quoi? Ben, où je sors de l'idée que ces flics-là sont méchants. En fait, ce pauvre arabe est tombé, qui est gentil, est tombé sur trois flics méchants. Ils sont méchants. Voilà. Bon, ben, s'ils sont méchants, ben, c'est pas super, parce que dans la vie, il y a des méchants et des gentils. Bon, ben, on espère donc de pas tomber sur des méchants, ou de faire en sorte qu'on ait le moins possible, de sorte que ça n'arrive plus. Ben oui, mais là, j'ai toujours pas fait de politique. J'ai sans doute tous ces affects vont me servir à faire de la politique. Ils sont sans doute une condition préalable, nécessaire de mon extrapolation politique ultérieure. Mais pour l'instant, je ne suis pas dans la politique. Je serai dans la politique si je commence à analyser cette situation comme une situation de rapport de force. Et si j'analyse cette situation de rapport de force comme
lié au fait que ces gens-là sont dépositaires de l'institution, sont protégés par une institution. Et là, je commence à me dire qu'en fait, le vrai clivage est entre l'individu et l'institution. Et après, peu à peu, je vais monter en théorie, monter en analyse, et peut-être me rendre compte qu'il y a quelque chose comme un racisme structurel dans la police. Et que peut-être l'institution elle-même, en tout cas, au bas mot, favorise le racisme et son expression. Et peut-être au mot supérieur, structure ce racisme, le conditionne, le stimule. Et donc là, je vais me tenir dans un espace qui sera un vrai espace de réflexion politique. Bon, j'ai été un peu long, mais c'est un exemple parmi d'autres de dire que si je m'en tiens à la morale, c'est-à-dire des gens méchants font des choses vraiment dégueulasses sur un mec qui a rien demandé, ou presque rien demandé, je ne suis toujours pas allé en politique. Bon. Et donc voilà, en fait, c'est toujours opposer la morale qui concerne, qui a tendance à individualiser les problèmes et donc à dégager des fautifs et des non fautifs. Et il y a politique à partir du moment où je structuralise mon impulsion morale. Voilà. Mais encore une fois, il faut les deux. Il faut les deux. Euh, une pensée purement structurelle qui ne serait plus, je veux dire, irriguée de morale, je ne sais pas à quoi ça mènerait. Moi, j'ai eu cette rêverie à un moment quand vraiment j'étais très fâché contre la morale et que j'essayais de me déprendre de ce genre de réflexe parce que j'en voyais quand même comment dire, l'insuffisance théorique et politique, quoi. Et donc, il y avait l'hypothèse extrême qui était l'hypothèse que, dans ce que j'en comprenais, j'appelais althussérienne à l'époque. Cette idée que finalement, comment dire, les structures faisaient la révolution toute seule, quoi. Et que le capitalisme s'auto-détruirait lui-même sans qu'il y ait eu de corps indigné pour venir l'interpeller et engager avec lui un combat. Voilà, il y a une espèce de déviance comme ça, hyper théorique, qui consisterait à affranchir totalement la politique de l'impulsion morale. C'est pas souhaitable non plus. Je crois même, je vais te dire un truc très simple. Dieu sait si je ferraille un peu contre le moralisme ou disons le moralocentrisme. En fait, c'est ça le truc, ou l'exclusivité morale dans la réflexion politique. Mais vraiment, en fait, dans mon fort intérieur, je suis tout à fait convaincu de la supériorité morale de mon camp. Tu as vraiment tout ça pour en arriver là, tu vois, à ce truc qu'en fait, j'ai toujours eu quand même la conscience que les gens avec qui j'ai grandi, mes parents, les amis de mes parents, avaient une supériorité morale par rapport à l'autre camp. Voilà. Alors, je saurais pas te l'expliquer. Là, on rentre dans une zone extrêmement difficile à faire, comment dire, à transformer en objet de délibération et de discussion, parce qu'on est dans l'ordre de l'intuition, mais je sais que cette intuition m'a toujours beaucoup tenu, et m'a tenu en familiarité avec ce camp politique. J'ai quand même toujours l'impression qu'on a là les gens les plus... Allez, je vais le dire, je vais encore aller plus loin. La noblesse d'âme est de ce côté-là. Voilà. Ça, voilà. Il faut pas avoir peur de dire ça. Du coup, t'as mentionné rapidement Badiou il y a, il y a quelques minutes. Et Que du coup, j'aime bien appeler Maminova à mes heures, parce que je trouve qu'il y a une ouais, ressemblance entre Maminova et Alain Badiou. Et je dis ça avec toute l'admiration que j'ai pour lui. Voilà. parce qu'il y a, il y a une citation de lui qui m'amène à la question que je voulais te poser sur passage dans l'autre joie. Donc là, c'est sur, je voulais te poser une question un peu sur le militantisme en quelque sorte. Dans l'autre joie, au bout d'un moment, dans le bouquin, sauf erreur, j'ai pas la citation sous les yeux, mais tu parles du fait que pour rentrer dans certaines formes de lutte ou de militance, il faut savoir, il faut pouvoir abandonner une partie de son individualité, sauf erreur, quelque chose comme ça. Tu dis quelque chose comme ça. Et que de ton côté, ben, c'est quelque chose qui est pas faisable, en tout cas, que t'as pas envie de faire ou que t'es pas prêt à faire. Ça, tu vas déjà me dire ce que t'en penses. Euh, et du coup, ma question c'est, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vraiment ce que tu dis dans notre joie? Et du coup, quel est ton point de vue vis-à-vis des gens qui, eux, le font déjà? Est-ce que tu as un regard critique, un regard un peu méprisant, un regard un peu... tu vois ce que je veux dire? Sur la citation de Badiou, je crois que c'est quelque chose du style, justement, quand tu rentres dans l'organisation collective, que ça, dans la lutte collective, tu passes d'individu à sujet ou quelque chose comme ça. Hmm. Encore une fois, ça fait deux citations qui sont approximatives en une question. C'est un peu terrible, mais je crois que tu vois où je veux en venir.
Ouais, je connais bien c'est une façon positive de le dire de la part de Badiou, et je connais bien sa dichotomie entre individu et sujet. Elle est intéressante. Je suis pas sûr de la partager complètement, mais ça serait un débat un peu pointu, que je suis pas sûr d'ailleurs d'avoir les moyens de mener contre le grand Alain. Euh, non, parce que je sens chez lui un petit mépris pour ce que lui sans doute appellerait l'individu informe, c'est-à-dire que même, en fait, l'individu, ça serait un stade un peu infantile du sujet. Ça serait le sujet qui n'a pas encore pris forme. Et donc, il y a comme ça un petit mépris pour le caractère informé et informel d'une créature. Et moi, je pense que j'ai plus de goût qu'Alain Badiou pour ce stade-là de la créature. Moi, j'aime bien le chaos, j'aime bien le multiple, j'aime bien le bordel. J'aime bien les choses quand elles sont pas encore complètement formées. J'aime bien les choses. J'aime bien en art les esquisses, par exemple. Tu vois, ça c'est ça qu'on peut voir. J'aime bien les films qui verrouillent pas tout. J'aime bien les œuvres ouvertes. Enfin voilà. Bon, je pense qu'Alain Badiou aussi, mais il y a des histoires de tempérament, je pense au départ toujours, hein, et des tempéraments qui viennent de très très loin. Et voilà, avec encore une fois, je reconnais beaucoup de choses chez Alain Badiou, notamment sa puissance, et je lui dois beaucoup de choses. Et par ailleurs, il y a vraiment des éléments de sa pensée qui me le rendent une personne très familière, très, je le tiens pour un ami lointain comme ça, parce qu'on se connaît très peu. Mais il y a des petits écarts de tempérament qui tiendraient à ça. Et moi, j'ai vrai que j'ai plus de goût pour. Je ne considère pas qu'un individu accède à la dignité à partir du moment où il se verticalise, à partir du moment où il se dresse, à partir du moment où il devient un sujet pensant, où il se politise, où il prend comme ça la mesure de la gravité du monde et il s'érige à l'universel. Pour moi, un individu qui passe sa journée dans un canapé allongé en rêvassant, eh bien, n'est pas moins digne qu'un sujet qui se politiserait et donnerait un petit peu de son temps à l'effort collectif ou à l'harmonie planétaire. Tout ça, j'aime beaucoup que les gens foutent rien. J'aime bien que les gens écoutent un peu leur plaisir aussi. Je trouve que le plaisir est très largement dévalué, notamment à gauche, y compris à gauche, je dirais. Pas notamment, mais y compris. Alors que pendant un temps, le désir était quand même central, je dirais, dans l'énergie du camp de l'émancipation. Ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas et c'est troublant. C'est très troublant pour moi. Donc il y a tout ça qui fait que, après, sur la question plus restreinte du militantisme, je voudrais pas du tout avoir une attitude de petit bourgeois individualiste, pas du tout. Je veux dire, je fais pas partie de ces gens qui trouvent que, ouais, mais les militants, ça ressemble à militaires, et c'est un peu les soldats, tu vois, alors que moi, je veux garder ma liberté de conscience et ma liberté de penser comme Florent Pagny. Vraiment, c'est pas mon genre. Moi, ça m'a jamais posé aucun problème dans quelques circonstances de ma vie de me fondre dans des collectifs. Parce que je considérais que ces collectifs étaient vertueux, que je considère qu'ils étaient dynamiques, que je considère que leur, à la fois leur ethos collectif et leur destination ou leur finalité étaient respectables, désirables, enfin tout ce qu'on veut. Donc moi, j'ai pas du tout de problème par rapport à ça. En revanche, j'ai un gros problème quand je sens chez certains individus militants que leur belle discipline militante, à la fois nécessaire et belle, qui consiste dans des situations données à un peu la mettre en sourdine, parce qu'il y a un effort collectif à produire et ça demande une discipline et ça demande des effets comme ça d'uniformisation à titre de cohésion, à titre d'efficacité, et parce que c'est une dialectique entre les moyens et les fins qui est bien comprise. Ça, vraiment, je le respecte absolument et je pense que c'est absolument nécessaire. Et je peux même prendre un certain plaisir à me retrouver dans ce genre d'aventure. Où je m'inquiète beaucoup, c'est quand, dans toutes les phases de sa vie, le militant en question a abjuré son individualité. Et je dirais, en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est en vitaliste que je parle. Euh, je- Quand je sens qu'un individu se restreint, alors non seulement ça m'attriste, mais ça m'attriste d'autant plus que pour moi, le cœur même, ce qui est au cœur pour moi de mon goût pour l'émancipation et pour le camp de l'émancipation, donc le camp social, c'est qu'il s'agit toujours d'augmenter sa vie. Il s'agit d'élargir le spectre affectif de nos vies. Il s'agit de multiplier les situations. Il s'agit de nous déployer. Il s'agit de nous faire proliférer. Si la politique n'a pas ce but-là, alors elle ne m'intéresse pas. C'est simple. Si la politique, ça consiste pas à vouloir déployer les individus, alors ça m'intéresse pas. Donc si je vois que ceux-là même qui sont là pour faire de la politique
ont eux-mêmes restreint leur spectre affectif ou leur spectre d'expérience possible, alors non seulement ça m'attriste, mais en plus je trouve ça contradictoire. Et que j'ai pas très très envie de m'affilier à ces gens-là, parce que je crois que la société que vont œuvrer à construire ces gens ne me paraît pas très désirable en fait, quoi. Donc faut toujours mettre en avant ça. Je connais des gens qui sont des militants et qui sont absolument pas des gens qui me font l'effet d'être restreints. Je pense que c'est des gens qui restent absolument disponibles à tout un tas de choses en dehors des situations de strict militantisme qu'ils sont amenés à connaître. J'en connais aussi qui se sont laissés peu à peu restreindre par leur ethos militant. Et ceux-là sont particulièrement casse-couilles, par ailleurs, quand on les croise. C'est les mêmes qui, voyant un film, vont ne pas se rendre disponibles à un film sous prétexte qu'il n'est pas complètement aligné sur la cause. Ce sont les mêmes qui, sous prétexte que vous n'avez pas toujours des propos qui soient politisés et dans la droite ligne, vont vous accuser d'être un dandy individualiste, séparatiste, petit bourgeois. Ces gens-là sont tout à fait pénibles. On en a tous croisé. Et donc, chacun sait très très bien de quoi je parle. Ceux-là peuvent être aussi intarissables sur des leçons de pure morale, comme on les a évoquées précédemment. Et, et ces gens-là, alors où je pourrais davantage objectiver la chose, moi de toute façon, j'ai toujours eu un problème avec ces gens, et ils ont toujours eu un problème avec moi. Donc, en fait, c'est vieux, ça date d'il y a plus de 30 ans maintenant. Donc, je suis en train plus ou moins d'écrire un livre qui ressaisit quelques situations conflictuelles avec cette forme d'individu. Mais en fait, moi, je pourrais objectiver les choses. Je pense qu'un des défis qui est posé, et dont Ouya parle très très bien d'ailleurs, quand elle parle de la nécessité pour la gauche d'aller chercher les beaufs. Je le dis dans sa langue à elle, que j'aime bien, dans sa trivialité. Euh, les beaufs, on ira les chercher comment, à ton avis? On ira les chercher en distribuant le capital, en distribuant le petit friot illustré, on les distribuera, on les convaincra en dispensant nos argumentaires autosatisfaits. Non, on les convaincra en les séduisant. En les séduisant. Mais quand je pèse mes mots, en les séduisant, ça veut dire il faut que nous soyons désirables. Si nous sommes des pisse-froids restrictifs, qui avons nous-mêmes restreint notre propre vie et qui semblons n'avoir pour ambition que de restreindre la vie des autres, nous ne serons pas séduisants, nous ne serons pas désirables, et les beaufs continueront à voter extrême droite ou à ne pas voter. Et en tout cas, à ne pas voter pour nous. Voilà. Donc, je pense qu'un militant, en tant que militant, non seulement en tant qu'individu, je pense qu'il faut qu'il n'oublie jamais de laisser le spectre ouvert, mais même en tant que militant, il a sans doute intérêt à être un peu moins, allez, disons, psychorigide qu'il ne l'est. Je ne généralise pas sur tous les militants, hein, loin de là. Hein. Je parle d'un certain profil qui a produit une sorte d'extension infinie de l'éthos militant à l'ensemble de son existence. Et ça, c'est vraiment bon. Bon, c'est ça. Ceci n'est pas désirable et nous continuerons à être rebutants aux yeux de certains si nous continuons à produire ce spectacle-là. On n'a pas trop le temps parce que j'avais deux questions ciné. Eh ben ouais, on a 10 minutes, donc ça fait 5 minutes par question. Allez. Parce que j'ai une question, bah, justement, euh, comme on l'a dit, t'es podcasteur aussi. La gêne occasionnée avec l'homme qui n'a pas de prénom. Un podcast dans lequel vous faites de la critique ciné, mais aussi, ben, comme t'as dit, un petit peu de critique littéraire. Et moi, je voulais un peu rapidement parler de mon expérience récente au ciné et puis voir si toi, tu avais quelque chose à dire dessus, mais j'ai peur que ce soit trop long, enfin, un sujet un petit peu trop vaste. Et moi, les derniers films que je suis allé voir, c'est Babylone de Chazelle et Avatar 2, sans avoir vu le 1. Donc, tu vois, Mais hein, c'est quelque chose. donc ton choix dans la vie, en fait, ton option de vie, c'est de voir des mauvais films, en fait. C'est ça le. Non, mais moi, je respecte tous les choix. Je suis un bon Tu vois, libéral. Ouais. Moi, j'ai fait plutôt le il y a... choix de regarder des bons films, mais franchement, ça se discute, hein. C'est C'est. ton choix, hein. Ton choix, c'est toi qui vois. Moi, je suis un cinématique, tu vois, c'est comme les footix, je vais voir que de la merde. Et puis, je suis Ouais, que pour les gros films et tout, tu vois. t'as raison, c'est bien. Mais bon, en fait, j'ai un, Chazelle, c'est un peu comment tu dis, un péché mignon, Ouais. C'est un peu ton angle mort ou ton guilty pleasure, non, un peu, c'est ça? ça y est. Ah, c'est mort. J'avais écouté ta gêne occasionnée sur Avatar, et puis je trouvais ça super intéressant ce que tu disais sur Cameron.
le rapport à la nature, réactionnaire, etc. Bref. Et puis tout le rapport aussi au cinéma en lui-même et ce que ça peut devenir avec des objets comme Avatar. Bref. Et puis un film comme celui de Chazelle, qui est une nouvelle introspection du cinéma américain, états-unien sur lui-même. Euh, je sais pas si tu as vu le film, apparemment pas, je pense pas, hein, vu que tu... Non, non, mais plus par négligence, hein, je déconne. Hein, c'est un film que j'aurais dû voir normalement. Bon, je suis pas un grand fan de Chazelle, mais de toute façon, Babylone, c'est un film quand on veut être un peu sérieux, faut aller le voir, quoi, pour réfléchir, puisque c'est quand même une production qui est pas anodine dans la production contemporaine, quoi. Non, c'est tombé à une période où je pense que je bossais sur un livre et voilà, j'avais pas de temps. Mais je suis sûr que c'est un chef-d'œuvre inoubliable. Les d'œuvre, je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé, surtout, je sais pas, voilà, il est divertissant, pas avec les mêmes outils qu'Avatar, et ça j'ai trouvé ça intéressant. Mais il a toujours ce côté un peu, ouais, nostalgique de certaines périodes du cinéma, de la salle de ciné aussi quand ça fonctionnait. Notamment sur la fin, en fait, il y avait une scène où il y avait une cassure par rapport au réel que je vivais, au moment que je vivais. euh, Au même moment, moi, dans ma salle de ciné, il y avait 9 personnes dans la salle. On était 9. Alors qu'à l'écran, c'était une salle comble avec des spectatrices et des spectateurs émerveillés parce qu'ils étaient en train de voir. Et il y avait un truc un peu bizarre, quoi. Il y avait un truc vraiment entre ça, Fabelmans de Spielberg, Once Upon a Time in Hollywood, il y a un truc un peu, il y a cinéma états-unien qui est en train de... Alors, moi, justement, comme je te disais, j'ai pas ta culture cinématographique. Est-ce que ce genre d'introspection, c'est un truc qui a toujours existé dans le cinéma états-unien particulièrement, ou est-ce que on n'est pas en train de vivre un truc un peu spécial quand même à ce niveau-là? Je pense que mais tu sais, moi je suis un peu inculte aussi. En tout cas, j'ai des notions d'histoire du cinéma qui est quand même, il y a beaucoup de trous, mais quand même, oui, je pense que des films comme ça, il y en a eu un certain nombre. D'ailleurs, pour une raison simple, c'est que l'industrie cinématographique, c'est à de nombreuses reprises vécu comme en crise et à de nombreuses reprises vécu comme, disons, voué au dépérissement prochain. C'était notamment vrai au moment de l'arrivée de la télévision dans les années 50 aux États-Unis. Et là, Hollywood, d'ailleurs, il y a eu une crise hollywoodienne majeure. Il y a eu des reconfigurations majeures au début des années 60, en gros, à Hollywood, qui était au bord de la ruine, en tout cas au bord de l'extinction. Puis finalement, il s'est refait une santé. Mais donc, en fait, ça a produit mécaniquement des films un peu introspectifs, nostalgiques, qui étaient, alors peut-être qu'ils se jouaient pas exactement sur les mêmes coordonnées que ceux que tu viens de dire, parce que là, il y a quand même un faisceau de films qui nous arrivent à peu près en même temps et qui brassent à peu près la même humeur, qui fait que là, quand même, bon, il se passe un truc. Et il se passe, effectivement, ça vaut symptôme d'une situation qui est en fait objective. Et je crois qu'en fait, ces gens-là, les Chazelle, Spielberg, Tarantino, d'un certain point de vue, il y a un peu Sam Mendes aussi qui fait visiblement un film là qui sort là ces jours-ci qui émet aussi une certaine nostalgie ou qui charrie une certaine nostalgie du cinéma visiblement. Et puis j'en ai oublié un, mais il y en a d'autres. Euh, il semblerait quand même que ces gens n'ont pas complètement tort de considérer qu'il y a un modèle qui est en train d'arriver à péremption, quoi, et à extinction. Et ce modèle-là, c'est celui qui les a fait rois. Et ce modèle portait une sorte de miracle qu'a porté le cinéma américain pendant 100 ans, à savoir que c'est une industrie, c'est une usine à rêves, DreamWorks, tout ça, mais elle peut produire des grands artistes. C'est-à-dire, et il peut y avoir des grandes œuvres au sein de cette industrie. Et donc, voilà, c'était cette espèce de conjonction. Nous allons pouvoir faire des grands films à gros budget, dont la vocation première, puisque nous sommes dans un pays capitaliste, en tout cas dans un mode de production capitaliste, est évidemment de faire du profit, c'est-à-dire de rassembler des gens dans les salles, de faire venir un maximum de personnes, de les divertir, enfin de rendre ce produit désirable. Mais par ailleurs, il se trouve qu'incidemment, ce produit pourra avoir une qualité esthétique. Voilà. Et pourra faire émerger ce qu'on appelle des auteurs, c'est-à-dire des cinéastes dont on reconnaîtra le nom et qu'on tiendra pour des artistes. Bon, bah, je pense que tous ces gens savent que c'est fini. Et ils ont bien raison, parce que c'est fini. Très clairement, l'industrie hollywoodienne se dirige vers autre chose. C'est en cours depuis 20 ans et ça s'est radicalisé depuis quelques temps. Donc tu as mécaniquement ces produits mélancoliques comme ça qui émergent. Voilà. Alors après, j'ajouterais deux choses plus caustiquement. Jusqu'ici, je suis plutôt de leur côté. Ils ont raison d'avoir cette nostalgie-là parce que je pense que ce qui est en train de devenir Hollywood est quand même pas reluisant. Et que même moi qui n'aime pas beaucoup les Chazelle et autres, je pense que dans 10 ans, j'aurais presque tendance à les regretter. On connaît bien ce principe-là. Mais il faut être lucide sur tout ça.
moi, j'ai envie de dire à des Chazelle et autres, et maintenant les mecs, vous faites quoi? Surtout à lui d'ailleurs qui est très jeune. Il doit avoir une quarantaine d'années, Chazelle, vu qu'il a été un peu une sorte de golden boy comme ça, à un âge très très bon. Prématuré. On fait quoi maintenant, les amis? Vous allez faire quoi maintenant avec votre nostalgie là? Parce que en fait, vous n'allez pas en faire longtemps des films, surtout pas toi, Damien. Surtout que tu viens largement de te planter financièrement sur Babylone. Donc ça va être compliqué pour lui. Euh, Tu vas faire quoi? Moi, je te propose quelque chose. Moi, je pense qu'il est possible de continuer à faire du cinéma dit d'auteur, du cinéma artistique, du cinéma qui a un intérêt esthétique en lui-même, mais simplement avec beaucoup moins d'argent, dans des zones beaucoup plus minoritaires, marginales. Est-ce que tu y es prêt ou pas? C'est ça la question, qui est une question presque morale, je dirais, une question de tempérament. Mon petit Damien, t'es né avec une cuillère en or dans la bouche au niveau du cinéma, t'as tout de suite eu des gros budgets et des gros succès. Euh, En fait, maintenant, il va falloir que tu sois décroissant. Est-ce que tu es prêt à la décroissance? En fait, je dirais à Damien Chazelle ce que je dirais à pas mal de bourgeois. Est-ce que vous êtes prêt à la décroissance nécessaire? Je pense qu'hélas, il n'y est pas prêt. Donc, il va trouver une zone intermédiaire, Damien Chazelle, qu'on connaît très très bien, qui s'appelle faire des séries pour les plateformes. Voilà ce qui va se passer. Et finalement, le beau geste nostalgique, mélancolique de Damien Chazelle n'aura produit que ça, c'est-à-dire une mise aux normes de son cinéma selon les coordonnées lucratives de l'époque. Il y a de l'argent encore à se faire de ce côté-là. Hélas, Damien Chazelle ne deviendra pas un auteur qui fera des films à petit budget avec des capitaux hollandais ou vénézuéliens. C'est pas ça qui va se passer. Il va rester dans le game et il va ravaler sa petite envie d'auteur. Voilà. Mais comme l'ont fait déjà beaucoup de gens, comme je vois faire beaucoup de cinéastes français, il y a beaucoup de cinéastes français pour qui, bon, bah, qui n'arrivaient plus à faire produire leurs films dans le système un peu mainstream et qui sont remis totalement à l'économie de plateforme et à l'écriture sérielle et qui donc se sont totalement vendus à cette écriture-là et ont abjuré leur talent de cinéaste. Voilà. Donc c'est ça, faut poser les enjeux aussi en ces termes-là, hein, pas seulement en termes économiques et structurels, quoi. Là, je t'entends plus, ouais. J'étais en sourdine. En parlant de petits cinémas d'auteur, du coup, je suis tombé sur un film sur ton site dont je n'ai pas entendu parler du tout. Donc heureusement que je suis allé sur ton site. Ça s'appelle Ne soyez pas vous-même, je crois, c'est ça? C'est ça. Tu peux m'expliquer cette histoire parce que j'ai pas Bah, en compris ce fait, que c'était. C'est quelque chose qui était censé être diffusé, c'est quelque chose que tu as tourné pendant le Covid, je crois, c'est ça? Qui était censé être euh, diffusé, et puis au final, pour aller le voir, faut aller sur ton site, c'est ça. Chantier autonome, je crois. je vais la faire très courte parce que c'est une longue histoire d'une certaine manière. Bon, d'abord, l'histoire, elle commence il y a 50 ans par une grande série très prestigieuse qui s'appelle Cinéma de notre temps ou Cinéaste de notre temps. Et dans lequel on trouvera par exemple un épisode avec John Ford, un épisode avec machin. Donc il y a eu comme ça cette collection d'émissions qui dure depuis très très longtemps en France, sous la houlette notamment d'un grand monsieur qui s'appelait André Labarthe, qui nous a coûté quelques années, et qui en gros a enquillé comme ça tout un tas d'archives, chaque émission portant sur un cinéaste, ou une cinéaste. Et comme la série dure encore et qu'elle est reprise en charge maintenant par des producteurs un peu plus petits, parce que les choses étant ce qu'elles sont, eh bien, il continue à s'en tourner et pour des circonstances diverses et variées, je me suis retrouvé pris dans l'aventure où il s'agissait de faire le cinéaste d'autre temps des frères Larieux, qui est donc ce couple, ces frères qui font du cinéma ensemble depuis une trentaine d'années. Voilà, c'est un ami à moi qui avait réalisé le volet sur Mathieu Amalric qui m'a dit, tiens, moi j'aimerais bien faire celui avec les Larieux et j'aimerais bien qu'on le fasse à deux, comme ça il y aurait un effet de miroir. Deux co-réalisateurs filmeront deux frangins. Et notre idée au départ, c'était alors en plus moi j'aime plutôt bien le cinéma des Larieux, j'avais écrit dessus ici ou là, notamment un ou deux films d'eux que je trouve vraiment super. Donc ça me plaisait bien. Et puis voilà, on est parti comme ça. Et il y avait donc un producteur qui vend après le produit à un diffuseur qui est Ciné Cinéma, enfin qui est une chaîne comme ça. Et voilà, on a toute la chaîne qui se met en place. Il y a les réalisateurs, le sujet, un producteur, un diffuseur. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, pour mille raisons, d'abord, on n'a pas pu tourner pendant le tournage à cause du Covid, donc on a manqué un peu d'images. Donc, on s'est un peu rattrapé comme on pouvait. On les a filmés en train de mixer, en train de monter. On les a ramenés sur les lieux du tournage du film qui s'appelle Tralala, qui est sorti l'an dernier. Mais donc, on a quand même un peu souffert d'une pénurie d'images, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était voir des cinéastes au travail. Or, nous avons été privés de la scène de travail, puisque nous ne pouvions pas être sur le tournage à cause du Covid. Donc, on a dû fabriquer un film un peu de raccro, comme ça,
en provoquant nous-mêmes de la matière, en allant chercher de la matière. Mais finalement, on a réussi à constituer un truc qui nous plaisait beaucoup avec Quentin Mével, donc mon complice, et Élodie Fiaban au montage. Élodie Fiaban ayant été déjà la monteuse de mon documentaire qui s'appelle Autonome, qui est sorti il y a 3-4 ans. Et voilà, donc tout allait très bien jusqu'au jour où les Larieux ont vu le film, on leur a montré le film en amont quand même, et qu'ils n'ont pas aimé ça, qu'ils ne se sont pas reconnus, qu'ils ont trouvé que leur image était dégradée, que en gros on les montrait pas comme eux auraient voulu qu'on les montre, et que donc à ce titre-là ils ont appelé gentiment leur copain diffuseur, avec lequel ils étaient plus ou moins en commerce pour d'autres choses, en lui demandant gentiment de jamais diffuser ce film. Lequel diffuseur a dit oui, bon, finalement, oui, je veux pas le diffuser. De toute façon, le film, en fait, je l'aime pas beaucoup. Voilà. Donc, il y a eu quand même une intervention de cinéaste pour qu'un film, non pas soit censuré, mais en tout cas, qu'il ne soit pas diffusé par un diffuseur. Eux se défendent de ça. Hein. Eux prétendent qu'ils n'ont rien censuré, que leur intervention n'a pas joué là-dedans. C'est faux. Ils sont malhonnêtes. Et donc, je vais m'autant dire que nous sommes pas en très très bon rapport depuis. Voilà, mais c'est toujours intéressant de constater de l'intérieur que des cinéastes qui par ailleurs passent pour libertaires sont en fait des petits censeurs très très soucieux de leur image et très très dans le contrôle de ce qu'on va montrer d'eux, parce qu'ils sont. En fait, c'est un, si tu veux, c'est un. Je terminerai sur une analyse psychologique plus générale parce que je pense que les Darius sont pas très connus. C'est toujours très pénible. Ça nous reviendrait peut-être aux militants d'ailleurs. C'est toujours pénible des gens qui ont des blessures narcissiques ou en tout cas ne sont pas totalement convaincus de leur propre force. Quelqu'un qui n'est pas convaincu de sa propre force devient extrêmement fébrile narcissiquement et devient extrêmement pénible. Il va être très tatillon sur l'image qu'on va renvoyer de lui, puisque ne trouvant pas en lui-même la satisfaction d'être lui, eh bien, il va la chercher dans le suffrage d'autrui. Donc, ça lui importe beaucoup l'image qu'il donne à autrui. Du coup, ça le rend un petit peu crispé, un peu raide. Par ailleurs, il est tout le temps dans le contrôle. C'est un peu ce qu'on a eu sur le tournage, nous d'ailleurs, avec les frères Larieux. Ils étaient tout le temps dans le contrôle. Donc, ils nous ont pas donné grand-chose. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un matériau assez pauvre. Voilà. Donc, comme d'habitude, tu vois, ça nous reviendrait sur l'individu. Il faut vraiment... Il est important de s'aimer. Il est important d'avoir une certaine idée de soi-même. C'est la meilleure façon d'être le moins chiant possible pour autrui. Voilà la leçon que je tire de cet épisode Larieux. Par ailleurs, le film est disponible sur françoisbévelo.fr, chantier autonome. Il est gratuit parce que j'ai mis en ligne, il n'y a pas de raison. Quoi. Je crois que c'est un film qui vaut quand même le coup en tant que documentaire, où on voit des cinéastes travailler. Il me semble il y a quelque chose à en tirer. J'ai gravé nos cœurs, voilà un bail. La veille à peine, j'ai passé la muraille. Alors le vertige des cimes, j'ai grimpé dans les tours, comme en amour. Vint ce curieux baptême, surtout ne soyez pas vous-même. Surtout ne soyez pas vous-même. On ira voir ça, c'est clair. Je Merci des vérifierai infos. toi-même que tu vas aller le voir. Ah oui. Ah oui, J'ai les c'est clair. moyens numériques de le vérifier. Le premier bon film de ma vie. Ouais, tu changeras un petit peu ta tactique, quoi, ta stratégie générale de spectateur de cinéma, ouais. Ça va te faire drôle, hein, tu vas voir. Hein. Ça va. Ah là, ça va décamper ce soir. Ouais, ouais. On est Euh, obligé de s'arrêter pour le coup, là, pour oui, je moi. crois qu'il me reste plus qu'à te, il reste plus qu'à, pour moi qu'à te remercier. On n'a pas pu aborder cette question de la réforme des retraites, Ah oui. parce fallait parler du livre et tout. Puis, si t'as Bah, envie, je vais quand même. Non, j'en dis juste un mot là, avec le peu de temps qui me reste. vas-y. Là, on est début mars. Hein. On est juste après la journée du 7 mars, qui a été une journée de blocage, de Ouais. grève, voilà. Donc, je pense que on parle à des gens qui nous regardent 3 semaines après ou un mois après. Donc, je ne sais pas comment les choses ont évolué à l'heure où je vous parle. Ce dont je suis sûr à l'heure où je parle, c'est pas du tout comment ça va évoluer, mais c'est que plus que jamais, il n'y aura de mouvement digne de ce nom que s'il se radicalise. Alors, maintenant, nous le savons notamment depuis hier, 7 mars. Globalement, le gouvernement en a rien à foutre.
qu'il y ait 2 millions de gens dans la rue, voire 3 millions. Euh, il en a rien à foutre que ça bloque ici ou là. Par ailleurs, de fait, il y a eu des mutations quand même du monde du travail qui font que les grèves et les blocages sont de moins en moins, comment dire, perturbants pour beaucoup. Bah, le télétravail et puis tout un tas d'autres choses qui, mine de rien, comme ça, font que à puissance de frappe égale, en tout cas à masse égale d'un mouvement, l'efficacité justement et la puissance de frappe n'est plus la même. Et donc, décidément, ça ne suffit pas de descendre dans la rue, ça ne suffit même pas de faire grève comme ça un jour. On le savait, mais maintenant on le sait définitivement. Ce mouvement sera radical, brutal ou ne sera pas. C'est vraiment, c'est la certitude que j'ai, mais je suis pas le seul. Hein. Tout le monde s'en rend bien compte parce que c'est tout à fait étrange ce qui se passe, c'est très nouveau dans l'histoire des mouvements sociaux. Euh, le gouvernement fait comme si ça n'existait pas, quoi. Je veux dire, ils en parlent à peine, quoi. Ils ont même pour stratégie de communication de parler d'autre chose, de mettre l'actualité sur autre chose. Par exemple, Macron faisait un hommage à Gisèle Halimi aujourd'hui ou hier. Bruno Le Maire a parlé d'un certain nombre de mesures, panier inflation ou ce genre de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la choucroute. En tout cas, pas grand-chose à voir avec les retraites. Donc, non, ils jouent l'indifférence et pour l'instant, ils ont gagné. À l'heure où je te parle, ils sont gagnants, clairement. Donc, ça fait quand même des années qu'on ergote beaucoup dans les débats internes à la gauche radicale sur la nécessité de la violence, la légitimité de la violence, notre capacité à la violence, qui est une vraie question. Est-ce que, avant même de savoir si la violence est pertinente, est-ce qu'on en est capable? C'est une réponse que je n'ai pas pour moi-même. En tout cas, je sais sa nécessité. Elle est là, elle se pose à nous très clairement. Bon, bah Ta donc, réponse j'espère à que vous Cohen, regardez. ta réponse, ta réponse à Cohen il y a quelques années sur la violence, elle était bien. Puis je pense qu'effectivement, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais Il fallait le c'est dire. c'est un pas, quoi. C'est un. Ouais, c'est un pas, c'est difficile. Mais en tout cas, maintenant, vraiment, il y a plus de débat stratégique. Il n'y a plus de débat stratégique à avoir. La stratégie, on la connaît. Et c'est une stratégie vraiment de radicalisation et de brutalisation. C'est vraiment, vraiment, j'ai un goût assez modéré pour la violence. Hein. Je n'ai même pas de fantasme esthétique de la violence. Moi, je fais pas partie de ces gens qui trouvent une émeute incendiaire, c'est le plus beau spectacle du monde. Je trouve qu'on est dans un point très important là, dans l'ordre des luttes, quoi. Bon, on verra. J'espère que les gens qui nous écoutent ont déjà renversé le pouvoir macronien à l'heure, dans ce début avril. Cette vidéo sortira dans un monde nouveau. C'est ça. On Non, en est on sûr. va pas trop blaguer sur la situation qui est plus désolante qu'autre chose. Et puis, Ouais. donc je te suis. Enfin, merci pour tes propos. Et puis on Je suis en verra ce que retard. ça donne. Oui. Merci François. Si Ciao. bon, de toute façon, si tu veux qu'on refasse un truc un de ces jours, et ça sera avec plaisir, hein, dans 2, 3 mois, on peut se refaire 2 heures, hein, Trop bien. c'est pas un problème pour moi. Au contraire, c'est un plaisir. Ben, franchement, moi, ça me ferait trop plaisir. Il faut qu'on voit quand, comment, et puis et tout On ça. Mais pourrait même appeler ça, je sais pas, les rendez-vous de tonton François, tu vois, un truc de, les causeries avec oncle François. J'aime bien le, c'est tellement bien. bon, on en reparle, je suis vraiment obligé de filer, donc je te quitte brutalement. Il y a quelque chose. Moi, je suis chaud. Hein. Fais gaffe. Hein. D'accord. Ciao. Merci François. Vraiment merci. Ciao.